Bonjour et bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dirty Rap. C'est Adnan comme d'habitude et je suis avec Logan. Comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, comme je l'ai dit. Épisode un peu plus classique par rapport aux deux derniers épisodes qui étaient le premier qui était un classement et le deuxième qui était un peu plus une discute, on va dire, comment on pourrait dire ça, plus arbitraire, plus... vu qu'on parlait des Neptunes et de leur collaboration les plus importantes pour nous. Aujourd'hui, on retourne vers notre premier format parce qu'on pense que c'est un peu le format le plus idéal pour l'artiste dont on va parler aujourd'hui. Et sans plus attendre, on va parler de Rick Ross, de Ricky Rosé, de Boss, le CEO de Maybach Music. Je pense que comme toi, comme moi, on a beaucoup écouté Rick Ross. On s'est replongé un peu dans la carrière de Rick Ross là ces derniers temps pour préparer l'émission, mais on a beaucoup écouté Rick Ross dans notre carrière, comme si n'importe quoi, dans notre vie je voulais dire. Et sans plus attendre, est-ce qu'on commence ? Bah oui, on va attendre. Vas-y. D'ailleurs c'est un petit peu étrange parce que la première fois qu'il apparaît sur un disque, c'est sur un disque de Eric Sermon. Ça fait peut-être un peu étrange pour nous parce que Rick Ross, on n'a plus du tout cette image de lui aujourd'hui. On se dit pas qu'il aurait rappé avec Eric Sermon, mais c'est la première fois qu'il apparaît sur disque. Je me rappelle plus du nom du disque de Eric Sermon. Je me souviens plus, le nom du morceau c'était Ain't Shit to Discuss. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un disque qu'il a sorti en 2000. Ouais. Ouais, très Eric Sermon. Ouais, c'est un disque. Donc totalement inattendu pour Rick Ross, tu vois. C'est ça. Pour être honnête, je me souviens plus très bien de son couplet. Ouais. De toute façon, qui est un peu oubliable. Les débuts de Rick Ross, c'est assez oubliable de manière générale. Tout ce qui sort avant Port of Miami. Ouais, le premier album. Ouais, il rappe, il essaie de faire un truc un peu old school, boom bap, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est pas non plus fantastique. Ouais, puis c'est un peu plus tard que qui va un peu s'associer avec Trick Daddy, avec le label Slip and Slide notamment. Il va rentrer dedans, il va être signé et on va dire les vraies premières apparitions, je pense que pour la plupart des gens, c'est sur les disques de Trick Daddy. Notamment, il apparaît beaucoup sur un album de 2002, je crois, de Trick Daddy, qui est Thug Holiday. Ouais. Il apparaît pas mal, je crois qu'il apparaît sur 3-4 morceaux, ce qui est pas mal. Qui fait des couplets, on va dire, assez standards. Enfin, c'est pas les couplets les plus... qu'on retient le plus, je pense, voilà. Ouais, c'est assez UGK du pauvre, je trouve. Au niveau du flow, de Rick Ross, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est cool, mais sans... C'est cool, après, voilà, quoi, les morceaux, c'est... Bon, c'est... Déjà, on est plus dans un univers sudiste avec Trick Daddy, vu que... Oui, clairement. Il vient aussi de Miami et tout. C'est ça. Donc, on a un peu ces instrus très saccadés et tout. C'est ça. Un peu à la Cash Money. Oui, clairement, ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as précisé, mais quand il commence à rapper sous le nom de Teflon d'Adon. Teflon, ouais, c'est ça. Teflon d'Adon, ouais. Sur le morceau avec Eric Sermon, il s'appelle comme ça. C'est ça. Et je crois qu'il a... Donc Teflon Don, c'est en référence à John Gotti, donc c'était le surnom d'un parrain de la mafia italo-américaine, il me semble. C'est ça. Et puis là, Rick Ross, pour changer, il a pris le nom du plus gros dealer de coke de Los Angeles dans les années 80. De quoi Rick on est Ross, déjà dans cet univers de... Coke rap. De coke rap, ouais, c'est ça. Et on va dire que voilà, il fait un peu son game, il balance des couplets, il a aussi des couplets vraiment sur les albums de Trina aussi, vraiment... voilà, Slip and Slide, il est vraiment présent, mais je pense que c'est pas la déferlante... je pense qu'on voit maintenant qui c'est, mais c'est pas non plus la déferlante comme ça le sera avec un tube qui va sortir donc en 2006, qui est Hustlin', qui sort en 2006. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce morceau, parce que quand même ça a été c'est un peu un hit. Hustlin', ça a été un raz-de-marée à l'époque, avec la prod des Runners, oui. qui a vraiment donné ce côté hit au morceau. Ouais. Le morceau a un tel succès qu'il a été remixé par Jay-Z et Jeezy sur l'album qui est sorti donc la même année, Port of Miami. Ouais, franchement, c'est vraiment une claque ce morceau. Et pour revenir un peu en arrière, tu vois, par rapport oui, pardon. à qui était Rick Ross avant, tu vois,
c'est quelqu'un qui avait vraiment pas de personnalité quand même, tu vois. Je veux dire, il a fait un clip notamment sur un morceau qu'il avait fait avec Trina qui s'appelait Told You. Ouais. Tu le vois, c'est à l'époque où il n'avait pas encore de barbe. De barbe. Tu vois, il avait un vieux maillot de basket, tu vois, il arrive, il rappe, c'est sympa mais oubliable, tu vois. Et là, il arrive sur cet album, c'est sur un ce changement clip, complet. grosse barbe, flow lent. Il prend 2 heures entre chaque phrase, tu vois. Avec à chaque fois un effet d'écho sur chaque fin de punchline. Et en niveau d'écriture, il prend un niveau qui est bien supérieur à ce qu'il faisait avant. Je veux dire, je pense que, tu vois, toutes les personnes qui ont écouté Hustlin', tu vois, qui ont vraiment écouté le morceau, ont retenu les punchlines, tu vois. Ouais. I know Noriega, the real Noriega, he owe me 100 favors, tu vois. Et il arrive avec cette image de dealer de coke. Et aussi là où je pense que c'était un peu innovant par rapport à... Enfin, innovant. En même temps, il reprend le délire de Jay-Z de j'étais riche avant le rap. Ouais, clairement. Tu vois. Ouais. Donc il arrive tout de suite avec les grosses voitures et tout. Très clairement. Bah, je pense qu'on peut se lancer direct vers le premier album qui arrive la même année, hein, comme tu as dit, qui est donc Port of Miami. Il y a les 2 singles qui ont annoncé l'album, c'était Hustlin', et on n'en a pas parlé aussi, mais il y avait le morceau Push It, qui était produit par J.R. Rotem quand même, qui faisait... qui a pas mal produit pour Lil Wayne à l'époque. Ouais, qui faisait vraiment beaucoup de morceaux, et même en France aujourd'hui on le connaît peut-être même parce qu'il a produit des morceaux pour Rof, c'est marrant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, exact. Et voilà, je pense que si je peux commencer directement un peu sur le premier album, sur Port of Miami, c'est vraiment, je pense que c'est un peu une photographie de tout le rap de l'époque, avec des productions, comme tu as dit, des Runners, de Cool and Dre, il y a DJ Toomp, c'est vraiment le son blockbuster de 2006. Ouais. Et tu t'en parlais même tout à l'heure, il y a le remix avec Jay-Z et Jeezy. Jeezy qui à l'époque qui a son top de popularité. Ouais, c'est ça, qui a son top de game, enfin son game énorme. Et c'est intéressant d'ailleurs, tu parlais du truc avec Jay-Z, on est riche avant le rap, mais parce que je pense on en reparlera pendant toute l'émission, hein, du rapport Rick Ross Jeezy, je pense, notamment via leur collaboration musicale. Mais je pense que Rick Ross il voit vraiment Jay-Z comme un modèle, on peut dire ça, je pense. Bah complètement. Et c'est son objectif. C'est ça. Et déjà là, il est présent, et c'est notamment, je crois que c'est même Jay-Z, je crois qu'il signe Rick Ross à Def Jam, via Slip and Slide. Il est aussi chez Def Jam. C'est ça, à cette époque. Et c'est pour ça que cet album, comme je l'ai dit, c'est le son vraiment blockbuster de l'époque, et ça va être un véritable carton. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, au niveau musical du disque? C'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes dans ce disque, et qu'est-ce que t'aimes moins sur ce disque? Hustlin'. Ouais. Hustlin', Push It. En fait, les morceaux les plus street au final, je trouve, c'est quand même ceux qui sont le plus réussis. Ouais, c'est les singles. Hein, donc, même Push It, même si c'est quand même une ficelle énorme, de prendre le sample de Scarface pour refaire un morceau. Mais c'est un bon morceau, je trouve, quand même. Ouais, c'est un morceau sympa. Globalement, tout ce que les runners vont produire sur le morceau, je trouve qu'ils apportent vraiment un son très intéressant, très électronique. Assez innovant pour l'époque. Et maintenant, ce que j'aime moins, c'est tout ce qui touche plus au morceau pop. Je trouve que c'est pas maîtrisé. Je trouve que c'est assez bourrin. Je trouve qu'il y a pas mal de morceaux. Il y a un morceau avec Akon, un morceau avec Lee Flemings. Enfin, c'est... Et je trouve qu'il y a un creux, en fait, vers le milieu de l'album. Ouais. Où on sent un peu le temps passer. C'est quand même assez long, 1h17. Ouais. Et puis voilà, niveau instru, je trouve qu'il y a des moments où ça faiblit vraiment. Mais moi je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est rétrospectivement qu'on se dit ça, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le son blockbuster de l'époque, tu vois, c'est 2006, et c'est un son qui est très figé en réalité, et c'est pour ça que qui est très figé sur l'album de Rick Ross, et c'est pour ça que je trouve personnellement que Port of Miami, c'est un disque qui a un peu vieilli au niveau des sonorités, et c'est... tu vois, le son de l'époque, comme je te disais, par exemple, Jeezy, ça a beaucoup moins vieilli, par exemple, étrangement même. Même Carter 2 qui sort la même année, il me semble. Exact. Ça a pas vieilli, tu vois. Et c'est pour ça que Rick Ross, le son est un peu plus vieilli. À part sur les gros singles, vraiment, Hustlin' et Push It, c'est surtout Hustlin', c'est vraiment hit ultime. C'est le morceau de motivation le plus... je pense que tu te le mets quand t'as un entretien d'embauche, ça te chauffe. Il a déjà cette
Déjà ce côté motivation. Motivation. C'est clair. Et il a déjà le côté voix, la grosse voix et tout. Et encore, moi, mais il a gagné en charisme. Ah, il a gagné en charisme, mais c'est exactement là où j'allais en venir. Je trouve qu'après, ça sera encore plus, tu vois, le côté boss et tout, là, c'est encore un peu balbutie. Moi, je trouve que c'est très rue, en fait, comme album. Oui. C'est très... En fait, c'est un peu bizarre. Il y a un peu ce truc où, en même temps, il se fait passer pour un gros dealer et tout, qui est déjà riche, mais en même temps, on sent quand même un côté très agressif, très rue, tu vois, qui sera beaucoup moins là sur les albums qui viennent. Puis même à l'époque, dans les interviews, il est complètement déchaîné. Il y a une vidéo assez lunaire qui traîne sur YouTube, où on le voit clasher T.I. notamment. Oui, c'est vrai. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais... c'est vrai. Oui, parce que T.I. s'était appelé King of the South. Oui, c'est vrai, à l'époque, ouais. Je pense que ça avait fait beau. Ça avait pas plu à Ross. Ça avait pas plu à beaucoup de monde, je pense. Ouais. Et il y a tout de même quand même des beaux morceaux, parce qu'on parle surtout là des singles, mais je pense, moi, il y a le morceau White House aussi, que j'avais plutôt bien... Produit par Tomb, ouais, qui est plutôt... qui est très cool, je trouve. Et il y a d'ailleurs un morceau produit par DJ Khaled vers la fin de l'album avec Lil Wayne. Amaji. Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas mal en plus. J'allais dire qu'il est pas trop mal. C'est surprenant. C'est ça. Prière aussi à la fin, c'est très chaud. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Très chaud. Il y a un morceau qui refera plus tellement de morceaux comme ça après, avec un truc vraiment religieux, entre guillemets. Ouais. Bah, on en reparlera, je trouve, c'est moins présent, mais il y a toujours... La religion traîne toujours voilà, dans sa musique, mais c'est de façon différente, on va dire. Hit You From The Back, c'est pas mal aussi comme morceau, avec Rodney. Quel nom, quel nom de morceau. Mais en tout cas, je pense que le regard qu'on a aujourd'hui sur l'album, parce que je parlais que les prods ont vieilli, que je pense qu'à l'époque, quand tu l'écoutes, je pense que quand tu te prends Hustlin' pour la première fois, ça doit être quelque chose, tu vois. Et mais en tout cas, ça reste un bon album. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un disque qui a très bien marché. Je crois qu'il a fait platine à l'époque. Et il met vraiment sur la carte Rick Ross parce que, comme on disait tout à l'heure, sur les feats avec Trick Daddy, sur les feats avec Trina, là c'est un changement complet. Rick Ross, c'est vraiment une patate, quoi. Il te met vraiment... Il essaye plus d'être super technique, de faire des rimes compliquées, multisyllabiques, je sais pas comme il pouvait le faire sur des couplets qu'il a eu avant. Là, on sent qu'il a trouvé un style qui est vraiment propre à lui, pour lequel il va être beaucoup décrié d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et où il fait rimer souvent le même mot, tu vois, comme un diamant, Noriega, The Real Noriega, ce genre de truc. Puis même mais au final, c'est une technique, c'est une autre forme de technique, tu vois, où il va trouver un autre sens au mot, et là-dessus, il a quand même eu, je pense, une grosse influence, tu vois. Ouais, clairement. Beaucoup de rappeurs qui font ça. Avec Jeezy, je pense aussi beaucoup, avec le truc lent. C'est ça, oui, après, au niveau de la cadence, il y avait déjà Jeezy qui était un peu dans ces rythmes-là, mais je trouve que c'est encore plus accentué avec Rick Ross. Ouais, peut-être. Je suis assez d'accord. Hein. Sur le morceau Hustlin', je pense que c'est un peu l'archétype de tout ça. Et quelques temps plus tard, c'est 1 an plus tard, du coup. 2 ans plus tard. Parce qu'il sort en 2008, du coup, Trilla. Le prochain album. Et c'est un album, je pense, qui est important dans la carrière de Rick Ross, parce que peut-être qu'on en parle moins par rapport à Port of Miami, mais je pense que c'est un album important, et notamment pour deux raisons, je pense. La première raison, pour moi, elle est purement technique, mais c'est que je trouve que Rick Ross s'est amélioré en tant que rappeur. Par rapport à Port of Miami, je trouve qu'il fait des meilleurs morceaux, des meilleurs couplets même, il devient meilleur. Mais la seconde raison, je pense, c'est aussi la plus importante, c'est l'arrivée de Justice League dans sa carrière, parce qu'il y a très important. C'est vraiment très très important, c'est le début du son, de ce son-là qu'on a appelé Cigar Music ou... Champagne Music. Ouais, voilà, c'est genre Maybach Music. Maybach Music. C'est le début de son label aussi, je crois qu'il le lance cette année-là. Il sort en 2009. Maybach Music qui débute en 2009. Ok, d'accord. Mais il y a déjà un morceau qui s'appelle Maybach Music, en tout cas sur... Exactement, j'allais en venir. Parce qu'il y a 3 morceaux qui sont produits par Justice League. Qui arrivent vers la fin. C'est ça, qui sont Maybach Music. J'ai oublié le... Luxury Tax et Billionnaire. Billionnaire, ouais. Et c'est un peu le début de ce son-là. Et pour moi, je trouve que c'est pour ça que pour moi, c'est un album plus intéressant que Port of Miami, et notamment pour le morceau Luxury Tax, qui est franchement, il est incroyable, je le trouve phénoménal. Qu'on n'a pas dit, il y a Lil Wayne, il y a Young Jeezy et il y a Trick Daddy dessus. Énorme morceau, et c'est pour énorme couplet Lil Wayne surtout. Énorme couplet Lil Wayne, je suis d'accord.
Et c'est un peu le blueprint de ce qu'il fera plus tard avec le côté Cigar Music. Et Maybach Music aussi, le morceau avec Jay-Z. Encore une fois, un feat avec Jay-Z qui est aussi vraiment, vraiment bien. Et qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur ce disque-là ? Ouais, déjà, c'est un projet plus ambitieux que Port of Miami. Même si Port of Miami, il avait déjà cette ambition de faire un blockbuster. Là, déjà, juste avec le nom Thriller. Ouais. Ça veut dire, en gros, il veut faire Thriller, donc de Michael Jackson, mais version sud. Tu vois, qui met le... Thriller de UGK. C'est ça. Bonne bille, en fait. Et ouais, il y a quand même, quand tu regardes les feats, t'as T-Pain, R. Kelly, Trey Songz, tu vois. T'as quand même, tu sens, tu vois, que ça, il cherche le hit. Il cherche le gros hit qui va le faire péter, tu vois. Et pourtant, sur l'album, je trouve pas qu'il y a tellement de... Il n'y a pas eu tellement de gros hits au final qu'on a retenu de ce disque. Mais il y a des bons morceaux. Je vois ce que tu veux dire. Ça veut pas dire que c'est des mauvais morceaux, forcément, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas, ça n'a pas tellement été des... Il n'y a pas Hustlin. Il n'y a pas Hustlin, voilà, il n'y a pas Hustlin. Donc ouais, comme tu dis, voilà, il développe son esthétique de cigar music. Ça, c'est clairement ce qu'il y a d'innovant par rapport au disque précédent. C'est le début, clairement. Donc avec des sonorités très jazz... soul. Très jazz, très soul, très samplé. Ouais. Donc très inspiré, encore une fois, de Rockefeller, Jay-Z, de Kanye, Just Blaze, tu vois, de toute cette scène-là. Mais avec un petit twist trap, tu vois, qui est apporté par Justice League. Et d'ailleurs, sur ce disque, il commence aussi... Enfin, il commence... Je trouve que la collaboration, le rapprochement avec le mouvement trap, il est plus fort que sur le disque d'avant. Parce que t'as quand même Drumma Boy qui prod sur celui-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Chomp qui est sur plusieurs de morceaux. Ouais. Et ça annonce un peu aussi ce que va être le reste de sa discographie plus tard, tu vois, où il y aura toujours un peu cette dichotomie entre les morceaux trap et les morceaux plus cigares posés, tu vois. Mais ouais, après... Ça garde quand même un truc très rude, je trouve, ce disque. Malgré tout, tu vois, qu'il commence à entendre le cigar music, il est pas encore, je trouve, dans ce truc d'abstraction presque de la réalité, où il est au-dessus de tout, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Là, je trouve qu'il y a encore un côté très, je vais dire, enragé un peu, tu vois, de colère qu'il y a même dans sa voix. Même je suis d'accord sur le côté cigar music, il est pas encore presque dans les cieux, au-dessus de la réalité. Mais je pense aussi que même niveau... En fait, il y a des morceaux Cigar Music plus tard qui sont beaucoup mieux, qui sont mieux faits. Donc, je pense que là, on est vraiment au début de ça, et c'est pour ça que c'est un album vraiment important. Et encore une fois, comme pour Port of Miami, je garde pas tout personnellement. Il y a quelques morceaux que je zapperai quand même. Mais j'ai déjà plus de morceaux sur celui-là. Moi aussi. Il y a même le morceau avec Manny Fresh aussi que moi j'aime bien. Ouais, il est pas mal. Qui est au début de l'album et tout, et je le trouve vraiment bien. Je crois que c'est plutôt vers le milieu qu'il y a. Ouais, des morceaux qu'on laisse un peu, mais des morceaux vraiment importants. Et comme on dit, pour moi, les morceaux les plus importants, en fait, c'est les 3 morceaux produits par Justice League et qui sont vraiment, comme je me répète un peu, mais le blueprint de ce qu'il fera plus tard. Et c'est pour ça, album très important. Et j'adore la pochette aussi. La pochette est pas mal. Et pas mal. Et au niveau lyrical aussi, je trouve qu'il progresse. Il commence à rentrer dans cette description du luxe, mais à rentrer dans les détails, en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste un peu de l'ego trip marrant, tu vois. Mais là, il commence à parler de je sais pas, il a une punchline où il dit I'm in Trump Towers, amongst earners, tu vois. Ouais. Alors, je fais partie de ceux qui détiennent la tour Trump, tu vois. C'est ça. Moi, je n'ai pas forcément hyper bien vieilli, tu vois. Ouais. Mais il commence à développer son truc néolibéral. C'est un peu ça, oui, clairement. C'est ça. Ah bah ça, on le retrouvera dans toute sa carrière. C'est ça, ouais. Faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est le leitmotiv, je pense, de Rick Ross. De toute sa carrière. Et après cet album, il y a une période peut-être un peu plus trouble, mais c'est aussi un moment très important dans sa carrière. Parce que, en fait, c'est un moment où on se demande si presque ce qui va survivre dans le game, parce qu'il y a quand même une chose très importante dans la carrière de Rick Ross qui se passe après cet album, c'est qu'il y a la photo de lui en maton qui fuite. On le voit, Rick Ross qui raconte depuis Port of Miami, qui fait couler des bateaux de coke, de cocaïne, de tout ce que tu veux. On apprend qu'il était policier. Ça me met mal. Hein. C'est normal que ça me met mal. Ça me met mal. Et c'est quelque chose ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ça va tomber dans l'oreille d'un acharné qui est 50 Cent. C'est pour ça qu'il y aura un gros clash qui va commencer entre les deux.
Et tu me disais aussi que c'est même à cette période-là que le vrai Rick Ross sort de prison. Sort de prison et fait un procès. C'est ça, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, dans la même période, il y a cette photo qui sort dans un magazine new-yorkais, je crois, on voit Rick Ross donc avec sa tenue de maton. Et dans la même période, Freeway Rick Ross, le vrai dealer de drogue millionnaire, sort de prison et voit qu'il y a un mec qui se fait de l'argent en disant que c'est Rick Ross et qui fait du rap, et donc ça l'énerve. Et il porte plainte et pour 10 millions d'euros, c'est ça. 10 millions de dollars. Et donc ouais, c'est pas une période facile pour Rosé à cette époque-là. Et ouais, surtout qu'à ce moment-là, 50 Cent lui tombe dessus et ça devient très très violent. Ouais. Ça commence à rentrer dans des affaires sombres. Notamment sur le site internet de 50 Cent, qui s'appelle 650. Ouais. Où 50 Cent commence à sortir des vidéos très, très compromettantes pour Rick Ross. D'ailleurs, on sait même pas vraiment d'où est-ce que ça a commencé cette histoire. Parce que on sait pas, Rick Ross dit qu'il y a eu qui se sont vus au BET Awards et que 50 Cent l'aurait mal regardé, et après 50 Cent ça l'a gonflé. 50 il a commencé à sortir un cartoon qui s'appelle Officer Ricky pour se foutre de sa gueule. Quelques semaines après, il fait une vidéo avec la mère d'un enfant de Rick Ross. Oui. Et il l'emmène faire du shopping. Ouais, c'est ça. Et en mode dans la même journée, l'argent c'est ça. En mode moi je m'occupe, tu vois, de tes gosses pendant que tu le fais pas. Après, avec les gosses, il va y avoir Floyd Mayweather. Ouais. Il prend les enfants de Rick Ross dans les bras et tout. Enfin, c'est un truc de torture, tu vois. C'est vraiment dur. C'est vraiment absolument affreux ce qu'il a fait. Et puis Rick Ross n'a pas vraiment su répondre, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire C'est clair. C'était hyper violent. Et les seuls trucs qu'il disait, c'est ouais, t'es gay ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs bidons, tu vois. Surtout que, enfin, c'est quoi ça? C'est vraiment ça. La bonne homophobie, ouais. Mais, ah bah ça. Surtout... c'est le pire truc à dire à un rappeur, quoi. Non, mais surtout que... En fait, c'est comme... Ça, tout ça, ce que tu as dit, c'est... En fait, on ne sait pas comment Rick Ross va se relever de tout ça, parce que, en vérité, c'est compromettant de savoir que tu as été un policier, alors que tu dépeins ta vie de drug dealer. Il a commencé à nier, tu vois. Bah c'est ça, il dit non, c'est vraiment ça. Et après, quand il y a eu la vidéo avec la mère d'un enfant à Rick Ross, elle disait non, bah c'est lui, il était flic et tout. C'est ça. Ah, ça l'a mis trop mal. 50 Cent, il lui lâchait pas les bottes, tu vois. Puis on connaît, ouais. Dans la même période, il sort une sextape d'une baby mama de Rick Ross, tu vois, sur cet internet. Donc ça arrête pas, tu vois, il y a tout le temps des dossiers qui sortent. Et 50 Cent, je sais pas si vous pouvez voir sur YouTube, il y a une vidéo terrifiante où il lui dit je vais te détruire, tu vois. Je vais sortir tout ce qu'il y a juste pour m'amuser, tu vois. Ouais. Et ça aurait pu le détruire. Et puis ouais. Mais ce qui est un peu triste avec ce clash, c'est qu'au niveau musical, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant, quoi. Non. C'était juste des vidéos, des trucs. Oui, et puis on connaît 50 Cent, pardon, c'est un acharné, quoi. Quand il a quelqu'un en vue, il a gagné le clash que lui-même a provoqué d'une certaine façon. Oui, entre guillemets, ouais. Mais on va remettre ça un peu en cause dans la suite de l'émission, parce qu'effectivement, il a gagné le clash, mais c'est pas pour autant que sa carrière... Il va vivre grandement plus tard, Rick Ross. C'est pas pour autant que ça a atteint la carrière de Rick Ross. C'est clair, parce que, en fait, parce que on parle de tout ça parce que c'est une période importante pour la carrière de Rick Ross, mais notamment pour l'album qui va suivre, qui sort donc en 2009, donc un an après Trilla. Donc tout ça, il y a eu ces histoires avec 50. Et il y a l'album qui est charnière en fait dans la carrière de Rick Ross. C'est l'album Deeper Than Rap, plus profond que cette musique, mec, plus profond que ce rap. Il est au-dessus de tout ça. Et c'est un album, pourquoi je dis qu'il est charnière ? Parce qu'en réalité, comme je le disais, on savait pas, avec toutes ces histoires, bah ça va pas ces histoires, pourquoi tu dis que t'es un drug dealer alors qu'on vient d'apprendre que t'es un policier ? On sait pas comment il va faire pour survivre. Et il va survivre de manière très grande, et notamment grâce à cet album, parce qu'il fait, je pense personnellement, l'album qu'il fallait à ce moment-là. Et le côté, comme on disait, cigar music, avec Justice League notamment qui apportait tout ça, ça va être encore plus, ça va être magnifié sur ce disque-là. Et il s'améliore très clairement, et même en tant que rappeur, encore une fois pour moi il s'améliore en tant que rappeur. Et là il sort pour moi franchement un très bon album. Et il y a des morceaux qui sont vraiment symboliques de tout ça. Je pense à Mafia Music en premier, qui est le tout premier morceau de l'album, dans lequel il répond à Rick Ross, où
où il l'attaque un peu. Il y a le morceau avec John Legend qui est Magnificent, qui est incroyable. Et c'est un de mes morceaux préférés de Rick Ross. Ça, c'est... Ah ouais? Magnificent, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, je pense qu'il est dans mon top 5 celui-là. Ok. Et pour moi aussi, mon morceau préféré de Deep Purple Rap qui est Yacht Club, mec. Ça, c'est incroyable, mec. Et je parle comme SH. Mais c'est vraiment un album, pour moi, le plus parfait qu'il devait faire à ce moment-là. Et il fait vraiment un album qui va le faire vivre, quoi. Qui va même pas le faire vivre, qui va le faire avancer très clairement dans sa carrière. Parce que, avant que je te donne la parole, c'est un peu vers ça que je voulais en venir. C'est que pour moi, il passe complètement un cap sur cet album. Parce que on disait sur Trilla le côté cigar music, ça a débuté, mais c'est vraiment sur cet album-là qu'il affine sa formule et qui devient encore meilleur là-dedans. Et le côté, parce que comme tu disais tout à l'heure sur Trilla, un peu la dichotomie dans sa carrière, les morceaux plus trap et les morceaux plus cigar music, je trouve vraiment que c'est sur cet album que le côté vraiment soulful est vraiment développé pour la première fois. Et de manière vraiment très grande. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce disque? Je vais suivre plutôt sur quoi tu étais parti, c'est-à-dire que c'est l'album qu'il fallait au moment où il fallait, parce que déjà il répond vraiment aux rumeurs, donc, comme quoi il était maton dans un morceau qui s'appelle Valley of Death, oui, c'est vrai. Où il explique qu'en fait il n'avait pas de quoi nourrir ses gosses et qu'il devait avoir 2 boulots en même temps. C'est ça. Donc à ce moment-là, est-ce que tu peux lui en vouloir, tu vois, Ouais. Non, tu vois, il a cassé le truc, tu vois, puis quand voilà, il dit 50 sur 2-3 morceaux. Mais surtout, au niveau musical, c'est la première fois qu'il y a un album de Rick Ross, du début à la fin, tu te dis ok, c'est vraiment consistant, et il y a des morceaux phares qui sont vraiment incroyables. Tout le début de l'album est super. Ouais, vraiment. Je trouve morceaux avec Nas aussi. Morceaux avec Nas, mais globalement les collabs avec Nas de Rick Ross, je les trouve souvent très bonnes. Usual Suspect, c'est ouf. Et ouais, c'est Justice League qui est derrière tout ça, donc avec ses prods très jazz, très soul. C'est ça. Mais encore plus, je sais pas, ça sonne encore plus riche. Tu vois. Et t'as l'impression qu'au final, avec cette histoire de maton et tout, il est encore plus sorti d'une espèce de réalisme dans lequel il était avant. Il s'est élevé au-dessus de tout ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression qu'il rappe même plus dans le même monde que nous, tu vois. T'as l'impression que c'est ça un peu, tu vois. Et ouais, Magnificent, c'est exemplaire de tout l'album au final, tu vois. Donc t'as John Legend qui fait le refrain, il y a beaucoup de chanteurs de R&B, pop, jazz qui sont sur le morceau, et souvent des chanteurs très classe, tu vois, John Legend, tu vois, ça a quand même de la gueule, tu vois. Et pareil, les collabs avec John Legend, on en reparlera. Ouais. Elles sont très souvent qualitatives aussi. Ils se marient très bien les deux. Ouais, il y a vraiment une vraie alchimie entre les deux. Donc ouais, franchement, je pense que là, il sort son meilleur album au moment où il le fait. C'est meilleur que tout ce qu'il a fait. Donc il est sur une progression. Et la même année, 50 sort Before I Self-Destruct, qui est un flop total au niveau des ventes et tout. Ouais. Et c'est là où au final, on se demande qui a vraiment gagné Clash. Parce qu'au final, il y a la carrière de quelqu'un qui a décollé et l'autre qui se crash. Et je me souviens d'une vidéo où Rick Ross disait Get Rich or Die Trying, c'était un super album. Dommage qu'il n'arrive pas à en faire un autre. Un truc comme ça, tu vois. Donc au final, ouais, c'est ça. Ça se discute et il a fait un album très, très important, quoi. Ouais. Il a terminé de développer son style, en fait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est bon, c'est le style final de Rick Ross. Cigar Music, c'est ça. C'est ça. Cigar Music, c'est Magnificent, Usual Suspect, Rich of Cocaine. C'est ça. Bon, malgré tout n'est pas parfait dans le disque. Hein. Non. Moi, il y a pas mal de morceaux, je m'en fous un peu, quoi. Je trouve que les prods sont un peu grasses. Je crois que c'est le morceau, je sais plus, peut-être Murda Mami, Layback, ça je suis pas trop fan. Ouais, moi aussi, Layback, j'aime pas. C'est des morceaux au milieu de l'album où t'as un peu. Ouais, c'est dommage, ça casse un peu la série du disque. Mais globalement, il y a quand même les morceaux forts sont incroyables. C'est incroyable. On a aussi, on l'a peut-être cité, mais on n'en a pas parlé plus amplement, mais il y a le morceau Maybach Music 2 aussi qui est important, parce qu'il y a Kanye West, Lil Wayne, T-Pain dessus. C'est quelque chose, et c'est l'époque aussi où T-Pain il est vraiment dans son game, Lil Wayne aussi, il est flamboyant, Kanye aussi, donc c'est vraiment la rencontre de 4... Et tu vois, sur cet album-là, je trouve qu'il force pas le hit. Non, il n'y a pas de hit sur ce disque. Il force pas, tu vois, genre comme il pouvait le faire sur les 2 albums d'avant, il fait juste de la bonne musique, tu vois. C'est clair. Et ça a tout changé. C'est clair. Et aussi, il y a le morceau avec Gunplay, c'est la première fois où il me semble... Enfin,
C'est la première fois qu'il y a un gunplay aussi sur un album de Rick Ross. Et on n'en parlera pas aussi de manière plus ample, mais il y a aussi l'album de Triple Six aussi qui sort en 2009, qui est Triple Six étant le groupe de Rick Ross où il y a Gunplay et d'autres rappeurs. Mais voilà, je pense que Deeper Than Rap, ça le solidifie comme vrai rappeur, comme rappeur, pardon. Et même, je trouve, il écrit tellement mieux, je trouve, par rapport aux deux autres disques. Et moi, c'est ça aussi que je retiens beaucoup sur ce disque. C'est vrai. Mais il a une punchline dans un morceau, je sais plus lequel, je crois sur Magnificent, où il dit il n'y a plus rien de gratuit, je taxe même l'air. ça m'a vraiment tué de rire. C'est magnifique, ça. C'est vraiment le capitalisme. Incroyable. Poussé à bout. C'est Rick Ross, quoi. Ouais, c'est du divertissement. Tu vois. C'est vraiment un divertissement. Mais... Il a beaucoup d'humour au final quand même dans sa musique. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. On n'en parle pas. C'est quand même un rappeur marrant. Ouais. Et je pense en fait, il est marrant, mais sans le vouloir. Et c'est ça qui est encore peut-être mieux. Que c'est ça encore plus drôle. Encore mieux. Parce que lui se prend au sérieux, tu vois, dans ces trucs-là. Tu vois, parfois, il te dit, mais non, t'abuses, qu'est-ce que tu racontes? Et on vous conseille vraiment d'aller écouter ces deux albums, vraiment, si vous ne l'avez pas fait. Franchement, pour beaucoup de gens, c'est un classique. Ouais, je peux comprendre. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Franchement, je dirais pas non plus que c'est un classique, mais pour moi, c'est vraiment un très bon disque. Et encore une fois, on le dit, c'est l'album vraiment charnière dans la carrière de Rick Ross. C'est soit il survit dans ce game, soit il est mort. Et l'album qu'il fait, il le fait vivre encore mieux ce qu'on pourrait penser. Et après cette année 2009, donc, de Deeper Than, où sort Deeper Than Rap, il y a l'année 2010 qui est très importante dans la carrière de Rick Ross parce que c'est à ce moment-là où je pense qu'il devient le top. Il rentre dans son apogée. Il rentre dans son apogée, je suis d'accord. Parce que avant même de parler du disque qui sort cette année, il y a notamment le couplet de Rick Ross sur l'album de Kanye West, sur le morceau Devil in a New Dress, qui est incroyable, qui est même légendaire pour beaucoup. Pour moi, il est légendaire. Ah, c'est légendaire. C'est légendaire. Et pour beaucoup de gens, c'est le meilleur couplet de sa carrière. Et je peux comprendre. Moi, je suis pas loin de penser ça aussi. Tu vois. Mais en fait, je pense pas tellement que c'est le meilleur couplet de sa carrière, mais c'est plutôt la façon dont Kanye l'a mis en valeur dans le morceau, où il l'a carrément séparé du reste. Il met un solo de guitare entre. Et Rick Ross lui-même, il clippera. Ouais, parce que Kanye voulait pas clipper le morceau. Ouais, Rick Ross, il a trop kiffé son couplet. Du coup, il a fait un clip tout seul dans sa limousine avec son cigare. Incroyable. Clip incroyable. Et dans cette période vraiment où vraiment le prime de Rick Ross est au top, où Rick Ross est à son top, il sort l'album Tef London, qui est l'album, je pense, peut-être le plus important dans sa carrière. Qui est, je pense, l'album aussi qui le met au top du niveau. Et qu'est-ce que tu peux me dire, toi, de Tef London, de cet album, important? Beaucoup de choses à dire sur cet album. Comme tu l'as dit, c'est pour moi l'opus magnum, tu vois, oui, de sa carrière. Et en fait, ça va être un peu, à ce moment-là, ça va être l'album référence pour tout ce qu'il va faire après. Ouais. C'est-à-dire que Deeper Than Rap, il a développé son son, mais là, même dans la structure de la tracklist, tu vois, ça sera quasiment pareil sur ce qu'il va faire après. C'est clair. C'est aussi le moment où il se rapproche de Lex Luger. Oui, il y a Flockabilly qui sort la même année. Flockabilly qui sort la même année, donc c'est au moment où la trappe évolue, où il devient de plus en plus violent, hardcore, tout ça. C'est ça. Et où il fait les fameux morceaux MC Hammer et BMF, qui sont les deux bangers trap de l'album. Et là, pour moi, Rick Ross, ça devient vraiment un artiste qui s'est vraiment réapproprié son trap et qui en a fait quelque chose de bien à lui, tu vois. Ouais. Parce qu'avant, je trouvais que c'était un peu moins ça, tu vois. Mais là, il a vraiment réussi à développer cette dualité trap-cigar-musique en étant au top dans les deux, tu vois. Je pense que c'est pour ça que ça a marqué les gens, ce disque. Et c'est un album où il montre tout ce qu'il peut faire, en fait. C'est ça. Il montre toute la panoplie qu'il peut développer, et on l'entend rapper sur des instrus qui sont pas du tout évidentes parfois. Je pense à le morceau de Kanye, la Live Fast Die Young, qui a une instru hyper bizarre, surchargée, et lui, il arrive, il flotte là-dessus, tu vois. Ouais. Et là, il commence vraiment à prendre un sacré niveau. Et après, voilà, il y a toujours, au milieu de ces fulgurances-là, donc moi, j'aime la majorité du disque. Je trouve qu'il y a quand même des morceaux qui sont un peu trop surchargés, tu vois. Live Fast Die Young, je suis pas un immense fan. Number One, surtout avec Didi, moi j'aime pas. Je trouve c'est un peu un gâchis de mettre ça au milieu de cet album. Mais globalement,
c'est un très très bon disque. Ouais. Très marquant. Et surtout, personnellement, la première fois que j'ai écouté ce disque, j'ai écouté MC Hammer et BMF. Mais je me suis pris une claque. Ouais, c'est ultime. Ouais. C'est absolument incroyable. BMF qui a un morceau hyper important et qui lui a valu des problèmes d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'il s'appelle, donc officiellement, il s'appelle Blowing Money Fast, mais en BMF, réalité, c'est une référence Black à la Black Mafia Family. Ouais. Et donc, il cite le nom de Big Mitch dans le morceau, qui est le patron de cette mafia. Big Mitch a dit, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a des gens, des gens de ce groupe-là, Jeezy notamment, ouais. qui l'a hyper mal pris, qui a clashé Rick Ross après, et les deux sont embrouillés au BET Awards, il y a eu des problèmes, bref. C'est ça. Et il y a aussi des problèmes avec un gang de Chicago, les GDs, à cause de ce morceau-là, parce qu'il cite Larry Hoover dedans aussi, c'est ça. qui est le boss des GDs à Chicago. Et donc c'est un moment très important quoi, dans sa carrière. Et BMF, ça a été un single vraiment fort. Quoi. Incroyable. Et moi, ce qui me marque aussi sur ce disque-là, parce que, en fait, quand on regarde le casting du disque, tu disais, il y a Diddy, bon, c'est pas très important, mais il y a Kanye West, il y a T.I., il y a Drake, il y a Raphaël Saadiq, c'est vraiment un énorme all-star. Styles P, mais en vrai c'est important. Hein, Gucci Mane. Gucci Mane qui à cette époque aussi, qui est énorme. Un de ses tops de popularité aussi. C'est ça. Et moi ce que je trouve assez impressionnant sur ce disque, c'est que Rick Ross, c'est celui qui fait le lien entre tout ça, et il reste le véritable centre du disque. Et c'est le chef d'orchestre du disque. Et c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve, parce que l'album, il fait que 11 titres par rapport aux 3 autres disques qui étaient un peu plus longs, qui faisaient une quinzaine de tracks à peu près. Et là, c'est vraiment condensé dans ce que Rick Ross fait le mieux. Et des morceaux comme Maybach Music 3, Tears of Joy, MC Hammer, BMF, on en a parlé, Aston Martin Music, bref, que des... Aston Martin Music, très important. C'est important. Début de la collab avec Drake, il me semble. C'est ça. Et autre collab qualitatif, je trouve que les morceaux avec Drake sont souvent bien. Ouais, c'est vrai, clairement. Je suis complètement d'accord. Et un morceau aussi qui est important de collaboratif, c'est encore le morceau avec Jay-Z. Freemason, là c'est en mode franc-maçon. Ils assument totalement les rumeurs d'Illuminati. Ouais, c'est ça. Ils jouent à donf sur les théories du complot et leur collab avec Jay-Z, ça va être ça. Ça va être ça souvent. Hein. La plupart du temps. Ça. Oui. Et je pense que les deux, ça se voit qu'ils s'amusent, je trouve, sur le morceau. Et le couplet de Jay-Z, il est vraiment énorme. Même le couplet de Rick Ross aussi. Le premier morceau est ouf aussi, I'm Not a Star. I'm Not a Star, ouais. Et Justice League, qu'est-ce qu'ils sont sur ce morceau, sur cet album, ils prodent quoi? Ils prodent I'm Not a Star et Maybach Music, oui c'est ça, et Aston Martin Music. Aston Martin, ok. Et I'm Not a Star, c'est surprenant quand même. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et mais tu vois là, il y a quand même No ID aussi hein, sur Tears of Joy. Ouais, Tears of Joy, c'est un morceau, il est incroyable, avec CeeLo Green. Et en tout cas, c'est vraiment pour moi, cet album, c'est encore une fois là où on le disait sur Deeper Than Rap, où il trouve son son, il s'améliore. Là, il affine encore plus sa formule. Il devient encore meilleur, c'est ça qui est ouf. Et pour moi, à part 2 morceaux, moi j'avoue, je jette le morceau avec Neyo et le morceau avec Diddy. Ouais, moi j'aime bien le morceau avec Kanye, contrairement à toi. D'ailleurs, qui devait être une prod, je crois, pour My Beautiful. Ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble clairement. Et je comprends pourquoi Kanye l'a pas prise. ouais. Bah, c'est vrai qu'elle détonnerait un peu, mais bon. Mais moi j'aime beaucoup aussi le morceau avec Raphaël Saadiq. Franchement, il m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé moi. Pas un immense fan, mais... Non, je peux comprendre. Mais... Je trouve que ça aurait été mieux de terminer sur Aston Martin Music. Ça aurait été mieux, je suis d'accord, mais pour moi il est sous-estimé le morceau avec Raphaël Saadiq, on n'en parle pas assez. Et il y a aussi le refrain de Erykah Badu sur Maybach Music 3. Oui. Il est fantastique. Le couplet de T.I. aussi, que chaud. Ouais, le couplet de T.I. il est super chaud. Et voilà, moi c'est vraiment Rick Ross qui tape sur ses points forts, qui s'affine. Et voilà, là il est vraiment au top de son game. Et je pense des morceaux comme BMF et MC Hammer, ils sont très importants dans la carrière de Rick Ross, mais aussi dans le rap aussi. Et voilà. Ouais, et puis tu parlais My Beautiful Twisted Fantasy. Au final, c'est 2 albums qui se ressemblent pas mal dans le côté très choral, très collectif. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, les albums de Rick Ross ont souvent beaucoup de feats.
Ouais, souvent. Maintenant souvent. qu'on y pense, c'est clair. C'est souvent très, très choral. Et c'est ça que je trouve assez impressionnant sur Tef London, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de feats, mais c'est toujours lui, la star, tu vois. Mais parce qu'il a un son qu'à lui, en fait, ce truc de musique, d'accomplissement personnel, tu vois, quasiment, tu vois. C'est ça. De trucs que t'écoutes avant les entretiens d'embauche, comme tu disais. C'est clair. En tout cas, si vous n'avez pas écouté cet album, faites-le. C'est l'un des grands disques de Rick Ross et même peut-être de la dernière décennie. On vous le conseille, enfin, c'est pas on vous le conseille, écoutez-le. Il est vraiment Arrêtez très important. Écoutez-le et revenez pour la suite. Écoutez Deeper Than Rap aussi. Ouais. Et aussi, dans la même année, il sort aussi la mixtape Ashes to Ashes. On va pas en parler, mais on sait que pour certaines personnes, c'est une grosse mixtape. Et en tout cas, le temps passe. Et c'est là où on disait Trilla, Deeper Than Rap et Tef London, c'était chaque année un album. Le prochain album, il sort 2 ans après, ou non, 3 ans après, pardon. 2 ans. 2 ans. God Forgive, c'est en 2012. Ok. Pareil pour Rich Forever. Ok, donc c'est 2 ans après. Et c'est vrai, t'as parlé de Rich Forever exactement. Parce que c'est la prochaine mixtape que sort Rick Ross, parce que entre les deux, on s'est tease son album God Forgives I Don't depuis pas mal de temps, mais il y a des problèmes ou je ne sais quoi. Rich Forever, ça devait être l'album. Finalement, il sort en mixtape. Mais Rich Forever, une mixtape sort donc avant l'album God Forgives I Don't. Et on devait pas trop, enfin on parle pas trop des mixtapes de Rick Ross parce qu'on voulait se concentrer sur les albums. Mais cette mixtape là, on pense les deux qu'elle est très importante dans sa carrière. Enfin, on n'est pas les seuls à le penser. Hein. Et qu'est-ce que tu peux me dire toi de cette mixtape? Bah, Rich Forever, c'est le projet le plus radical de sa carrière. Ouais. Parce que je trouve qu'il a, entre guillemets, utilisé le succès qu'avait eu BMF. Ouais. Et là, il s'est dit, je vais faire BMF sur 20 titres. Il n'y a pas que ça. Non, j'exagère, mais ouais, il y a ce truc où il y a quand même des bangers du début à la fin. C'est hyper trap, hyper violent. Et c'est le seul projet, enfin, c'est un des seuls projets qu'il a où il est vraiment dans cette vibe trap du début à la fin. Puis moi, je trouve que c'est hyper réussi. Il est complètement possédé sur tous les morceaux. La production est de grande qualité. Beaucoup de producteurs différents, mais ça sonne très homogène. Il y a une belle cohésion sur tout le disque. C'est ça. Et il y a des invités partout. On se dit ça va être horrible et tout. Ouais. Mais pourtant, je trouve que ça passe très bien. Les invités, ils font le taf, ils sont bons. Non, franchement, moi, je suis très... j'adore cette mixtape. Oui. J'adore cette mixtape. Il y a tellement de morceaux que je retiens. Holy Ghost, High Definition... Fuck Em, qui est, je pense, mon morceau préféré avec Two Chainz, la prod qui est complètement folle. Mais de toute façon, sur tout l'album, les prods sont folles. C'est très lourd en basse, beaucoup de percussions, des SFX, des sons... Enfin, ça part dans tous les sens, tu vois. Et c'est complètement décadent comme album, tu vois. C'est vraiment... C'est le bordel, tu vois. Ouais. Il y a des références aux Illuminati, des trucs, c'est des blasphèmes. Tu vois, il dit Being broke is the root of all evil, tu vois, des trucs complètement blasphématoires, tu vois, enfin... T'as l'impression qu'il est complètement grisé de son succès et qu'il devient complètement fou, tu vois. Ouais, c'est le projet le plus fou, je pense. C'est le projet le plus fou, les adlibs sont fous aussi. Ouais. Et t'as l'impression que ça devient une espèce de monstre sur cet album, à la Rabelais, tu vois, on dirait Pantagruel, tu vois. Je veux dire, il fait quoi de En plus, il est au sommet de son obésité à ce moment-là. Le monstre, il arrête pas de faire l'amour, de manger, tout se mélange, c'est des orgies énormes. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment... c'est le bordel complet. La collaboration avec Didi qui le pousse, je pense, à pétage de câble. Il a rendu maléfique. Je sais pas ce qu'il met dans le sirop, Didi. C'est grave. Mais là, je pense que l'archétype de tout ça, pour moi, c'est vraiment le premier morceau de l'album, qui est Holy Ghost. Mais il fait des adlibs démoniaques. C'est n'importe quoi. Et parce que là, quand même, tu parles des morceaux plus... parce que la mixtape est vraiment banger, mais il y a quand même des morceaux... Je pense le morceau Rich Forever avec John Legend, qui est... Triple Beam Dreams avec Nas aussi, c'est très très chaud. Moi, il y a un morceau que je pense, où il y en a peut-être deux, mais un morceau que j'aime pas sur la mixtape, c'est le morceau avec Kelly Rowland.
qui fait assez tâche dans le projet. On se demande d'où ça sort, quoi, tu vois. Je veux dire, ça la crasse tout le projet, tout d'un coup il nous fait un morceau d'amour un peu pop. Je suis pas fan aussi du morceau. Puis la prod est pas ouf. Morceau avec Future est pas ouf aussi. Bah, je crois que c'est les 2 morceaux avec lesquels j'ai du mal. Stay Skimming. C'est bien. J'allais en parler parce que Stay Skimming aussi, grand morceau aussi de la carrière de Rick Ross, avec Drake et French Montana. French Montana qui invente un mot incroyable. Mais franchement, mixtape vraiment énorme et très important dans la carrière de Rick Ross. Et pour beaucoup, c'est son meilleur projet aussi. Hein. Bah moi, je suis de cet avis-là. Ok. Pour moi, c'est son meilleur projet. Et s'il a un projet classique, pour moi, c'est son classique. Ok. Pour moi, c'est une mixtape classique. Du début à la fin, c'est chaud. Je suis d'accord. C'est peut-être l'un des rares projets de Rick Ross, l'écoute du début à la fin. Il n'y a pas de problème, tu vois. Pour moi, elle est vraiment Hall of Fame des plus grandes mixtapes. Mike Will aussi qui a une prod incroyable dessus. King of Diamonds, je crois. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça. Non, mais c'est de la qualité. Hein. Ouais, exactement. C'est le début de la collaboration avec Beat Billionaire aussi. Exact. Qui sera assez important dans la suite, ouais. Et aussi, moi, il y a un morceau encore une fois, le morceau avec Styles P qui est Keys to the Crib, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Franchement, c'est un très, très grosse mixtape. Et vraiment, pour moi, c'est le projet le plus fou de la carrière de Rick Ross, il est taré, Rick Ross, sur la mixtape, pardon. C'est fantastique. Et là, comme tu disais, le côté décadent, là, c'est vraiment le capitalisme à fond. Ouais, mais ça veut plus rien dire, tu vois. Il n'y a même plus de référent à quoi que ce soit. Tu vois, c'est quand on dit capitalisme, c'est juste le mec, il est accro au fric. C'est ça, exactement ça. Et c'est pas autant dans l'esprit... on va se faire de l'argent pour s'enrichir entre nous, créer une mafia, un truc comme ça, que peut y avoir sur ces autres, c'est ça. Sur ces autres albums. Et franchement, écoutez-le, ça fait partie... c'est vraiment le prime de... On en reparlera avec le disque suivant, mais ça fait partie pour moi des 3 disques les plus importants de Rick Ross, avec donc Teflon Don, Rich Forever, et le disque qui vient un mois après, je crois, Rich Forever. En tout cas, non, bien après. Rich Forever, ça sort en janvier, et God Forgive, je crois que c'est en août. Pardon, ok. Je sais pas pourquoi je dis ça alors, mais en tout cas, voilà. Et c'est God Forgive I Don't. Si je peux commencer un peu sur ce disque-là. Pour moi, je vais être peut-être assez rapide, mais pour moi, c'est un disque... Franchement, je vais être très sérieux. Pour moi, je le trouve très sous-coté. Franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et pour moi, je vais prendre pour exemple le morceau Hold Me Back, pour expliquer un peu ce que je trouve sur ce disque. Hold Me Back, pour beaucoup, et en réalité, c'est un morceau qui... Pour beaucoup disent que c'est un morceau qui ressemble à BMF, qu'il a voulu refaire à BMF. Et dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire, ok, je peux comprendre la comparaison. Néanmoins, je trouve encore une fois que Rick Ross, en fait, il développe encore une fois toutes ses forces, et dans tout ce qu'il est fort, il s'affine encore plus. Et un morceau comme Hold Me Back, pour moi, c'est un morceau patate, c'est incroyable. Et pour moi, Rick Ross, il est super fort là-dedans, et il affine sa formule encore plus. Et ce qui crée des morceaux vraiment, vraiment fantastiques, et notamment dans le côté cigar music. Je pense le dernier morceau de l'album qui est Ten Jesus Pieces, pour moi qui est l'un de mes morceaux préférés de Rick Ross ever, vraiment. Le morceau d'Ice Pineapple aussi qui est fantastique. Incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs titres de morceaux de l'histoire. Vraiment. Le morceau Amsterdam aussi qui est phénoménal. Et le morceau 16 avec André 3000 qui est, je pense qu'on s'attendait très peu à voir André 3000 sur un album de Rick Ross, mais il est là et il fait un couplet qui est phénoménal. Voilà, c'est un morceau sur le rap. On peut pas faire en 16 bars, on peut pas dire tout ce qu'on pense du rap, donc on en fait 32. C'est fantastique, non, le morceau est vraiment charmé. Et par là, en fait, ce que je trouve sur ce disque, c'est que, d'accord, Rick Ross n'invente pas grand-chose. Il a sa formule et il travaille sur ses points forts, mais ses points forts, il les a encore plus affinés, il est devenu encore meilleur là-dedans. Et pour moi, franchement, il y a des morceaux qui sont fantastiques, même dans le côté trap. Je pense à So Sophisticated avec Meek Mill, qui est incroyable. Morceau Pirates aussi. Bref, pour moi, c'est vraiment un très bon disque de la carrière de Rick Ross. Et pour moi, il fait partie des 3 grands disques de sa carrière. Ouais,
je suis d'accord, c'est un de ses meilleurs disques. Mais je trouve ça quand même décevant par rapport à Rich Forever. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Je comprends que les gens, en tout cas, aient pu être déçus quand c'est ça. Quand tu le reçois comme ça. Mais ça reste de la très grande qualité et il revient sur un format d'album comme Teflon Don, donc où il commence par un morceau banger, ensuite Cigar Music, c'est ça. Il te met 2 bangers après, et ensuite Cigar Music et l'album est fini, et avec 2-3 trucs R&B pourris au milieu. Et mais je trouve que l'album il tue. En fait, je trouve qu'il devient encore meilleur dans les morceaux classe, tu vois. Ouais, exactement. En fait, je trouve que les instrus sont meilleurs déjà. Ouais. C'est-à-dire que je trouve que les samples de voix féminine, ça va super bien avec son style musical. Je crois que c'est sur Amsterdam qu'il y a ça. Ouais. C'est absolument super. Tangerine Species, Dice Pineapple, c'est incroyable. Ouais. Et au niveau de son écriture, ça devient plus détaillé encore, tu vois. Donc Diced Pineapple, tu vois, les morceaux d'ananas tranchés, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça devient aussi plus crédible au final parce que il s'installe vraiment dans ce monde-là, tu vois. Et quand il te dit qu'il vit à côté d'Oprah, tu le crois, tu vois. Et que la collab Three Kings d'ailleurs est un peu un morceau. Avec Dre et Jay-Z. Un peu un morceau, comment dire, testament, non, c'est pas ça, un morceau. Signature, tu vois, où c'est bon, quoi, c'est fini, tu vois, il a tué le truc, tu vois, il est en fait avec Dr. Dre et Jay-Z, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est incroyable, et donc ça le rend encore plus crédible, et surtout que fit avec Dr. Dre, qui est le boss de 50, entre guillemets. Ouais. c'est la victoire ultime, tu vois, sur son ennemi, c'est tu clair. vois. C'est genre, tu fais plus de morceaux avec lui, moi j'en fais. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Et puis c'est aussi, je pense, le sommet de popularité de sa carrière. Ouais, peut-être. C'est au moment où, au début des vidéos, il met The Untouchable Maybach Music Empire. c'est clair. Tu vois. C'est... J'ai pas grand-chose à dire. C'est Teflon Don, c'est presque Teflon Don en mieux. C'est peut-être un peu trop long. C'est ça le problème. Ok. C'est presque Teflon Don en mieux. Hold Me Back, j'adore, comme toi. C'est un Hold truc... Me Back. Incroyable. À mettre avant n'importe quelle séance de sport. Ouais, vraiment. C'est absolument incroyable. Et puis il est là, il assume, tu vois, il se monte torse nu, tu vois, il en a rien à foutre, tu vois. Il est toujours dans cette continuité de Biggie à ce niveau-là, tu vois. Je suis gros et je vous emmerde, tu vois. Exact. Il y a ce truc-là qui est présent. Et puis moi je trouve l'album tue. Ouais, il est vraiment, vraiment bien. On n'en a pas parlé aussi, mais le morceau 911 aussi, qui est banger et tout, qui est vraiment. So Sophisticated aussi avec Meek Mill. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment pas un fan de Meek Mill, mais le couplet qu'il a là-dessus. Incroyable. Incroyable. Ouais, non, franchement, il est très très chaud. Je me rappelle même, on en parlait, tout qui me disait je suis deg, j'aime bien un couplet de Meek Mill. Mais il est très très chaud le morceau. Enfin, vraiment, écoutez cet album. Et pour moi, il est vraiment sous-coté. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la carrière de Rick Ross, c'est dommage. Et le titre, mais même le titre, il est symbolique de tout ça parce que c'est comme s'il se plaçait au-dessus de Dieu, tu vois. Ouais, c'est ça. Dieu il pardonne. Moi, non, tu vois. C'est hyper étrange ce rapport qu'il a. Ouais. Religion, parce que tu vas voir des interviews, il va dire qu'il croit en Dieu, ça, et puis il fait des trucs des titres d'albums hyper blasphématoires. Ouais, c'est étrange. Mais même par rapport à Rick business is business, quoi, c'est l'entertainment. Ouais, je pense qu'il ne faut pas voir au-dessus de ça. Je pense que oui. Mais ce qui est intéressant dans sa vision du capitalisme qu'il a Rick Ross, c'est que effectivement, donc c'est le profit pour le profit et tout ça. Mais il parle quand même toujours de redistribuer à son équipe dans ce qu'il fait, tu vois, dans ses paroles, il dit toujours moi, je suis un mec d'équipe, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il a jamais lâché les mecs de son équipe, les Gunplay, les Whale, les trucs comme ça, tu vois. Et il y a aussi ce truc, au final, est-ce qu'il détournerait pas un peu ce truc de capitalisme, tu vois, en mettant au final les Afro-Américains, tu vois, je vois au centre de ce truc-là, alors qu'ils étaient plutôt à la marge, tu vois. Ouais. Black Excellence, il y a vraiment ça aussi. Il y a ce truc de Black Excellence de Jay-Z aussi, tu vois, donc c'est pas non plus complètement débile, tu vois. Enfin, non. C'est débile, mais c'est pas non plus complètement, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça vient pas de nulle part, on va dire. C'est ça. Tu vois. Mais en tout cas, voilà, si vous avez, encore une fois, on le répète, mais si vous n'avez pas écouté cet album, écoutez-le. Très bon album, et encore une fois, Rick Ross qui maîtrise encore son art et qui fait un grand album. C'est ça, mais les morceaux R&B, malheureusement, je les trouve pas. Ouais, pareil, les morceaux avec Usher, je n'aime pas. C'est une déception. Ouais. High School aussi, je suis pas trop fan, mais en tout cas, les gros morceaux de cet album, c'est vraiment je pense qu'ils font partie des meilleurs morceaux de sa carrière, franchement. Moi, je garde, franchement, 10 Species. 16 aussi. 16, ouais. Bon, il se fait bouffer par André, mais... Ouais, mais en même temps, qui se fait pas bouffer par André 3000 C'est
Mais franchement, il fait vraiment. quand même... Ouais, mais c'est ça qui est pire, c'est qu'il est vraiment chaud, Pedrick. il est bien. Mais il se fait vraiment bouffer. c'est quand même violent. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, très grand morceau 16. Et encore une fois, 2 ans d'attente pour le prochain disque de Rick Ross, qui sort donc en 2014, qui est Mastermind. Là, c'était vraiment teasing d'album encore plus grand. Voilà, il y va à fond. Et Mastermind, moi je vais direct couper l'herbe sous le pied. Moi je dois avouer que c'est l'un des disques que j'ai le moins écouté de la carrière de Rick Ross, avec un autre qui va venir un peu plus tard, on en reparlera. Donc il y a toujours des bons morceaux de Rick Ross, mais c'est un peu le moment où moi j'avoue, c'est pas que je perds Rick Ross, mais là où les 3 derniers projets, et même Deeper Than Rap, je pouvais les écouter sans skip les morceaux, même les morceaux que j'aimais pas trop, je les écoutais. Là c'est un peu plus des morceaux que je prends, et je vais plus me faire une playlist de morceaux. Et si je peux citer quelques morceaux que je trouve vraiment, vraiment, vraiment excellents, il y a Devil Is a Lie avec Jay-Z, qui est, je pense, le meilleur morceau qu'ils ont jamais fait ensemble. Je suis d'accord. Il est fantastique, genre vraiment. J'aime bien le morceau avec Lil Wayne, The Cry, je le trouve génial, vraiment il est excellent. Sanctified aussi, j'aime beaucoup. Et T'aimes bien Sanctified, toi? Bon, moi ça va, j'aime bien, t'aimes pas toi? Non, moi j'ime beaucoup, mais je suis étonné parce qu'il y a Big Sean. Il y a Big Sean dessus. C'est Big Sean qui fait le refrain. Ouais, moi j'aime pas Big Sean, faut le savoir. Mais j'aime bien Kanye, ce que Kanye fait sur le morceau. Ouais, Kanye, il est déchaîné, il est dans son truc de Jesus, là, il est ouais, clairement. Complètement taré. Exactement. Et j'aime bien le morceau aussi avec Mafia Music 3 aussi, que je trouve côté jamaïcain, qui, il y a vraiment une communauté, hein, on le sait, en Floride, etc. Donc c'est vraiment la musique que Rick Ross il connaît, il invite Sizzla et Mavado, qui sont énormes dans cette musique. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres morceaux peut-être que j'aime bien, mais on va dire que j'en zappe pas mal. Il y a un morceau que tu as oublié de citer, c'est War Ready. War Ready avec Jay-Z. Avec Jay-Z, justement, et qui marque la fin de leur clash. C'est ça. Prod de Mike Will Made It, qui est absolument incroyable. Folle, hein. Ouais. Et ça, dans le genre morceau à partir, c'est bon, tu mets ça avant n'importe quelle session de développé couché, il n'y a pas de problème. C'est clair. Et ouais, le couplet de Jay-Z est incroyable. Là-dessus. Ouais. Ouais, bon, pour revenir à l'album, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est plus un album à fulgurance qu'à écouter en entier. Après, il y a quand même une cohérence dans le disque, tu vois. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un disque un peu plus old school, en fait. Ouais. Un disque un peu à la Biggie, à la Bad Boy, parce que Puff est présent, Puff Daddy est présent sur pas mal de morceaux. Et d'ailleurs, peu de temps avant de faire cet album, il s'est fait tirer dessus, il a failli mourir. Exactement. En 2013. Et là, pour revenir à BMF, c'est le gang de Chicago qui en avait voulu pour BMF, qui a essayé de le tuer. Exactement. Ouais. Et donc il y a ce truc-là où il a survécu à la mort, et donc c'est Biggie s'il n'était pas mort, tu vois. C'est un peu ça. Il y a un interlude qui développe un peu ce parallèle-là. C'est vrai. Et qui arrive avant la reprise que Rick Ross fait d'un morceau de Biggie qui s'appelle Nobody, qui est la reprise de Nobody, You're Nobody Till Somebody Kill You. Sur Life After Avec French Montana au refrain et tout, morceau que personnellement j'aime beaucoup. Ouais, il est génial. Reprend le flow Franchement, de Biggie, il est génial. la prod de Puff est cool c'est et ça. tout. Enfin, c'est la même prod. C'est la même prod, ouais. Un peu modernisée, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est un album qui est hyper ambitieux quand même, je trouve. Au niveau du teasing, de comment il l'a vendu un peu, tu vois. C'est l'album à la Biggie et tout. C'est ça. Alors qu'au final, c'est pas tellement ça, tu vois. Il y a quand même des morceaux trap et tout, tu vois. Mais c'est ça qui tue aussi, je trouve. Tu vois, c'est ça, c'est que, comme tu dis, dans l'interlude, il fait ça. Moi, je suis pas Biggie, tu vois. Ouais, mais donc, tu vois, ouais. c'est ça que je trouve cool. Non, et moi, je trouve que le concept est super cool, tu vois, d'avoir fait ça, tu vois. Mais il l'a pas poussé au bout, tu vois, où au final, ça reste quand même un peu un album de Rick Ross basique, tu vois. Ouais, t'as pas mal de morceaux, t'as l'impression qu'il les a déjà fait en mieux, tu vois. Genre le début de l'album, bon, Richie's Gangsta, genre le truc. Ouais. C'est cool, hein, mais il l'a déjà fait en mieux. Et il y a un passage vers la fin de l'album, des morceaux un peu plus oubliables, je trouve. Un produit par Scott Storch qui m'a pas mal déçu, je trouvais ça pas ouf. Après, ouais, sur le côté old school, il y a le morceau Black and White qui a un instru qui me fait penser un peu à un truc de Cash Money des années 90. Ouais. Qui est cool en plus, moi je trouve ça va. Hein. Ouais, ça va, moi je suis pas non plus un grand fan, mais c'est pour dire qu'il y a cet esprit-là, tu vois, quand même. C'est ça. Puis ouais, Devil Is a Lie, c'est classique, tu vois. Ouais, et là, là, c'est le sommet de leur truc de. C'est ça, ouais. De jeu. Côté, Is it true for fiction, tu vois. Ouais, on sait pas si c'est vrai ou pas. On sait pas, ouais, c'est ça. Mais bon, faut non plus.
Je sais pas si vous croyez à ça, mais non, mais ils sont encore dans ce côté vraiment, comme on disait, franc-maçon, là c'est encore plus, ça va vers le diable, blasphématoire. Et puis après, il y a aussi un aspect un peu décadent, toujours, qui garde qui est amplifié par le morceau de Kanye, et War Ready aussi, qui est un peu dans cet esprit-là, je trouve. Où l'instru est vraiment bizarre, t'as l'impression que c'est banger, mais en même temps, ça se déconstruit par moment. T'as le refrain qui est hyper saccadé et tout. C'est clair. Globalement, je trouve la deuxième partie de l'album est moins bien que la première. Je suis d'accord. Et aussi, est-ce que il me semble aussi, c'est la première fois qu'on a Bink aussi sur un album de... On en reparlera plus tard aussi. Ouais, c'est une collaboration aussi importante, qui est un peu tardive dans la carrière de Bink, mais qui est importante. Même dans la carrière de Rick Ross, mais en tout cas, ils ont toujours fait des bons morceaux. Et la Mafia Music 3, moi, j'aime beaucoup. Et dans la même année, il sort un deuxième projet, vers la fin de l'année, parce que... qui sort à la fin de l'année, pardon, je disais, et au début d'année, Mastermind était sorti, et Out Billionaire, qui est donc le nouvel album de Rick Ross, pour expliquer un peu l'histoire, parce que c'est un album qui sort un peu, pas à la va-vite, mais en tout cas qui sort de manière un peu plus accélérée, parce que Maybach Music devait sortir le nouvel album de Meek Mill, mais il est repoussé parce que Meek Mill va en prison. Donc on doit un peu dépêcher un nouvel album pour Maybach Music. Donc c'est Rick Ross qui sort un nouvel album, le boss qui sort un nouvel album. C'est sacrifié pour son équipe. C'est sacrifié. Et c'est pour ça que peut-être il y a certains morceaux qui sont un peu construits. Il y a un morceau comme Heavyweight qui était un morceau à gunplay, des choses comme ça. Mais moi je trouve l'album il est réussi, vraiment bien réussi. Ouais. Toi je sais que t'aimes beaucoup. Moi je trouve que tout le début de l'album, les 9 premiers morceaux, c'est très très c'est chaud. vraiment, franchement c'est fantastique. Comme je disais, Heavyweight, morceau fantastique aussi. Le ding ding, le refrain il est incroyable. Phone Tap aussi, où il est en mode parano et tout. Franchement c'est ouf. Coke Like the 80s, c'est incroyable. Et pour moi, le morceau, le sommet de ce disque-là, c'est Elvis Presley Boulevard. Je m'écoute ce morceau au moins une fois par mois. Franchement, c'est incroyable. Avec Project Pat dessus. Et quand même, hein, c'est cool qu'il y ait Project Pat sur un morceau avec Rick Ross. Et le morceau, il tue. Il est incroyable. Et ouais, vas-y, je t'en prie, parce que toi, je sais que t'aimes beaucoup cet album. Ouais, je pense que c'est mon album préféré de Rick Ross. Okay. En dehors de Rich Forever, qui est une mixtape, tu vois. Ouais. Parce qu'il revient à ce truc de trap dur un peu qu'il avait laissé aussi pour Rich Forever, tu vois. Et là, il n'y a plus la construction, la Teflon Don, et c'est vraiment tout le début de l'album, c'est très patate, quoi. Il revient au truc coke aussi, parce qu'il avait un peu abandonné. C'est ça, il avait un peu abandonné son truc de drug dealer, tu vois. Il revient complètement à la trappe, quoi, à l'origine. C'est ça. Les trucs luxe, ils sont plus trop là en plus. Il y a 2-3 morceaux quand même. Il y en a bien sûr. On en parlera, mais il y a une atmosphère assez sombre sur tout le disque, tu vois. Ouais. Un peu à la Memphis, tu vois. D'ailleurs, ouais, c'est il y a Project Pat d'ailleurs qui est sur le morceau, qui est un membre de la 3X. Et moi je trouve qu'il a un aspect crépusculaire en fait, ce disque, tu vois. Dans le sens où t'as des morceaux de parano, tu vois, comme Phone Tap, tu vois. Et en fait, on a l'impression que c'est la fin de quelque chose, je sais pas pourquoi, tu vois, mais il y a aussi Family Ties qui arrive vers la fin de l'album, qui est justement un morceau plus classe et tout. Mais où j'ai l'impression qu'il laisse un peu s'ouvrir une certaine fragilité. Sur le refrain, tu vois, où, je sais pas, dans l'interprétation, il y a un truc, tu vois, il dit « Regardez-moi, regardez-moi ». Tu sais pas si c'est ironique ou si, tu vois, ou s'il en a pas un peu marre, tu vois, de cette vie-là, tu vois, et s'il est pas un peu fatigué au final. Et c'est en fait l'impression que c'est un dernier coup de force, tu vois, avant une période qui sera plus calme, qui arrivera dans la suite de sa carrière et qui sera... Donc là, c'est un peu la fin de son apogée, en fait. Il y a des instrus pour développer le truc sombre et tout, crépusculaire, tout ça. Je trouve que ça se ressent au niveau des instrus, un truc un peu plus dépouillé, tu vois. Ouais. Un peu plus trap 2.5 entre guillemets à la Metro Boomin, tu vois. D'ailleurs, Metro Boomin est sur le disque. Metro Boomin est sur le disque d'ailleurs, donc, et qui produit Neighborhood Drug Dealer, qui est un morceau incroyable, peut-être mon préféré du disque. Et puis au niveau des morceaux plus dépouillés, il y a Quintessential avec Snoop Dogg, qui est un peu dans cet esprit-là, Phone Tap comme j'ai déjà dit, tu vois. Donc ouais, c'est plus aérien. Je trouve que l'album il se tient du début à la fin. Après le hit il est loupé. C'est le morceau avec Kelly Rowland qui est... Il me semble que c'est K. Michel, c'est ça.
qui est pas ouf. Le morceau avec R. Kelly, je le trouve vraiment chaud. Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs morceaux R&B, je pense, qu'a fait Rick Ross. Rick Ross, ouais. Peut-être parce que les deux sont un peu dans ce truc de gros dégoûtant, tu vois. Ouais. Le truc très superficiel, mais je trouve le morceau, il est fun et il passe vraiment, vraiment très bien. T'en penses quoi, toi, du morceau avec Jay-Z, Moving Bass, qui est produit par Timbo et qui est une prod un peu... Ouais, peut-être un pas peu très orthodoxe. Ben, j'avais du mal au début, mais en réécoutant, en fait, je trouve que Rick Ross, il s'adapte très bien à la prod, tu vois. Ok. Et la prod, au final, me dérange pas. Non, franchement, je trouve bien le morceau. Ok. Après, je suis déçu que Jésus ait pas un couplet, en fait. Non, il a que le refrain. Donc, ouais. Et toi, t'en penses quoi, toi? Bah, un peu comme toi, au départ, je le trouvais un peu étrange, et j'étais un peu déçu, je dois avouer. Parce que, bah, avec tous les gros morceaux qu'ils nous ont fait ensemble, je m'attendais encore une fois à un morceau exceptionnel. Mais j'avoue que la prod de Timbo, je suis vraiment pas fan. Mais le côté un peu non orthodoxe, en fait maintenant j'arrive à apprécier le morceau grâce à ça un peu. J'arrive à vraiment rentrer dedans. Et je me suis surpris à l'écouter là, quand je préparais l'émission, à me l'écouter assez souvent. Et je me disais en fait il est plutôt pas mal en fait. En fait, il passe avec les écoutes, tu vois. C'est ça. En tout cas, voilà, c'est un album vraiment... En fait, je pense qu'il était inattendu un peu, parce que je trouve que... Bah, il était en descente un peu quand même. Oui. Enfin, en descente. Il était toujours populaire et tout, mais... On descend dans les chiffres, en tout cas. Ouais, mais c'est pour ça, mais même ce chiffre, je sais pas s'il a tellement performé au final au niveau des chiffres, cet album. Hein. Non, je crois pas. C'est pour ça que je dis que c'est un peu aussi la fin de quelque chose. Tu vois, je trouve que le Rick Ross un peu, justement, énervé comme ça, banger, on le retrouvera moins dans la suite de sa carrière, et c'est un peu la fin de son apogée, quoi, de son run. Je suis d'accord. Mais quand même, il y a vraiment... Moi, le morceau Phone Tap, moi, je crois que c'est mon morceau préféré de l'album. Avec Elvis Presley Boulevard, j'avoue. Mais très, très bon album pour moi. Et le morceau produit par Lex Luger, Haute Billionnaire aussi. Ouais, il est chaud, hein. Vraiment, il est vraiment très, très chaud. En plus, un mot, Lex Luger est pas au top de sa forme. Ouais, c'est clair. Et le morceau aussi avec Big Crit, que je trouve intéressant et tout. Pas mal. Mais là aussi, il y a un truc un peu... Je sais plus c'est quoi le refrain, un truc avec là. Ouais, c'est ça. En gros, ça parle de Dieu et tout. C'est ça. Qui est aussi un peu triste et tout, qui est un peu étonnant de la part de Rick Ross. Ouais, c'est ça. Qui est produit par Big Crit lui-même. Donc, morceau vraiment très sympa qui arrive à la fin de l'album. Et un an plus tard, du coup, c'est bien en 2015, il ressort un nouvel album. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, je pense, parce que c'est l'album Black Market. Ça nous fait rire, mais parce que comme tout à l'heure, je disais, Mastermind, c'est l'un des 10 que j'ai le moins écouté de Rick Ross. Voilà, très clairement, Black Market, c'est celui que j'ai le moins écouté, et de très loin. Je pense que je suis pas le seul, je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Je pense qu'il y a même des gens qui ne savent pas que cet album existe. Ouais, franchement, c'est possible. C'est un peu son évol à lui, tu vois. C'est un peu l'album oublié de... Ah, peut-être, ouais, c'est clair. Rick Ross. Et pour le coup, c'est compréhensible. Ouais. Parce que je me le suis remis pour préparer l'émission. Franchement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas écouté. Franchement, ça doit faire 2-3 ans et je troll même pas. Et c'était assez compliqué de l'écouter. En fait, je vais être très rapide parce que encore, j'ai pas grand chose à dire sur cet album. Mais c'est surtout que je le trouve... En fait, je trouve qu'on se fait un peu chier sur le disque, je dois avouer. Un peu un peu beaucoup. En fait, le côté, il essaie de refaire des petits trucs là où le Billionnaire était plus patate, était revenu dans le côté trap, cook rap. Là, je trouve il essaie de revenir un peu à un truc plus cigare musique ou quelque chose comme ça, mais je trouve que ça marche pas. Il y a pas. En fait, je trouve personnellement là où je trouvais que sur chaque album il avait des trucs à dire, pas que des formules intéressantes, même parfois dans l'écriture, des trucs marrants. Là, je trouve qu'il y a... je retiens rien. Je trouve qu'il n'a plus rien à dire. Mais c'est ça qui est fou avec ce disque, c'est qu'il l'a vendu comme un disque intellectuel. Ah ouais ? Genre son disque en mode d'intello, un peu, tu vois. Ouais, d'accord. Ça me tue de rire. Parce que vraiment, tu regardes les lyrics, bon, Rick Ross, ça n'a jamais été un rappeur intellectuel. Non. Mais là, c'est un son, en fait, c'est juste ça, sauf que c'est hyper prétentieux, tu vois. Ouais. Genre, tu fais la même merde qu'avant, tu vois. Au niveau lyrics, entre guillemets, tu vois. Mais en moins bien encore, tu vois. Ouais. Sans les punchlines, les trucs comme ça. Qui faisait le charme de sa musique, tu vois. Et du coup, il reste rien, tu vois. Il reste juste des instrus classe, mais...
Ouais, elles sont tellement moins bien. Ouais, elles sont tellement moins bien que ce qui a été fait avant, tu vois. Mais je trouve que c'est pas le point faible de l'album, je trouve que c'est plus Rick Non, Ross. c'est plus Rick Rick Ross, c'est plus il est en flow, en flow automatique, tu vois. Ouais, Pilote automatique. Ouais. T'as l'impression qu'il a plus envie, en fait. Ouais. Moi, je trouve que quand je t'en dis, j'entends quelqu'un qui a plus envie, tu vois. C'est clair. Et au final, c'est son deuxième projet le plus radical, si tu regardes bien. C'est un peu l'opposé de Rich Forever, tu vois. Rich Forever qui était à fond dans le truc, l'énergie et tout. Tu veux dire. Bah là, t'as enlevé tout ce qu'il y avait de vivant, tu vois, dans Rick Ross. Et exactement. Il reste plus rien, tu vois. Il est dépouillé de tout ce qu'il faisait. En fait, il a abusé là. Là, il a abusé de l'esthétique luxueuse, de toutes ces choses-là, tu vois. Il s'est reposé sur les instruments un peu, je trouve, tu vois. Je suis d'accord. Il y a genre... Enfin... En fait, moi, je t'avoue que je comprends pas très bien cet album parce que... En fait, je le trouve tellement random. Mais vraiment, tu vois. Et comme tu dis, le côté où il a abusé du truc luxe, c'est... Moi, je le perçois vraiment comme ça et je trouve qu'il est... Bah, je sais pas, je trouve qu'il dit plus rien. Il est dépouillé de tout ce qui était bien. Bah, et... Au niveau de l'écriture, tu vois, je trouve que c'est quand même... Je trouve que c'est très banal, en fait. Bah, c'est ça. En plus, il se veut un peu plus ouvert à l'émotion, un peu plus, tu vois. Il y a un morceau qui s'appelle Smile Mama. Ouais, c'est ça. Oh, le truc cliché à 2 balles qui nous a fait, genre, ouais, Black Queen et tout. Genre, un truc qu'on a déjà vu 1000 fois, tu vois, enfin. En fait, on n'a pas l'impression qu'il s'ouvre vraiment, tu vois. En voulant s'ouvrir, il le fait pas. T'as l'impression qu'il s'ouvre plus à l'émotion en étant quelqu'un qui se veut, ouais, superficiel, méchant et tout, tu vois. qu'en voulant faire le mec rappeur conscient à 2,50 francs, tu vois. Surtout que voilà, je veux dire, il fait des morceaux hyper classe, et en même temps dans son écriture, il a toujours ce truc de crasse, tu vois, d'avoir des trap punchlines dégueulasses. Tu vois. Je trouve que là, du coup, ça fait hyper. Ça fait pourri, quoi. En fait, tu vois, puis d'ailleurs, ça fait 10 prétentieux, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, il y a même J.R. Rotem sur le disque en 2015, tu vois, genre. Enfin, je veux pas. Mais il prod quoi? Il prod le morceau Kent. Le morceau Can't Say No avec Mariah Carey. Horrible. Les morceaux pop sont horribles. Ouais, le morceau avec Chris Brown, c'est horrible. Ouais. Morceau avec Future, quelle déception. Ouais, vraiment. Quelle déception, vraiment. Parce que d'habitude, ils ont des bons feats, mais là, c'est pas. Et surtout en 2015, hein. Il y a un morceau que j'aime bien quand même, c'est le morceau avec Nas. Ouais, j'allais le dire. Exactement ce que j'allais dire. Décidément, tu vois, Nas, je trouve, il fait du bien, Nas, tu vois. Il amène un dynamisme, il amène un truc, c'est clair. Au milieu de l'album, ça fait du bien. Il y a un autre morceau qui est pas mal, c'est Ghostwriter. J'allais en parler aussi. Où il revient sur son passé de Ghostwriter, tu vois, et sur son travail de... En amont de Behind the Scene, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, pour ce qu'il a fait avant de percer, en fait. C'est ça. Parce qu'en vrai, j'avoue, on n'en a pas parlé avant, quand on parlait de ses débuts, mais c'était Rick Ross aussi, c'était quelqu'un qui était vraiment connu comme mec de studio. C'était le ghostwriter qui... Mais d'ailleurs, si vous écoutez la compile Rise to Power, qui est une compile de morceaux qu'il a fait quand il était chez Suave Records en 2002, donc bien avant de percer, il y a un morceau, je crois, il en parle déjà, où il dit que... Il dit un truc genre, si ça sonne comme moi, bah c'est moi, tu vois. Donc ça veut dire déjà à cette époque-là, quand il était en label et qu'il sortait pas d'album, il écrivait déjà des trucs pour les gens, tu vois. Et ouais, donc là, ce que je voulais dire en fait, dans Ghostwriter, il parle de son intégrité aussi. Ouais, il dit un truc genre, moi j'ai écrit tout ce que j'ai fait, tu vois. C'est assez important pour lui, tu vois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est... Enfin, en fait, cet album, il est en fait complètement oubliable, je trouve. Il n'y a pas grand chose que tu dois retenir sur cet album. Et si vous l'avez pas écouté, l'écoutez pas, il sert pas à grand chose, je trouve. Et il y a même un morceau avec Mary J. Blige qui est... Oh, quelle déception, ça aussi. Réussi aussi. En plus, ouais, non, c'est décevant, tout quand on sait que Rick Ross est un fan de Mary J. Blige, et de Joe Desi et de R&B. Ça se ressent de sa musique, tu vois. Ça ressent, ouais. Mais là, ouais, c'est décevant, quoi. C'est ça. Et encore une fois, c'est à ce moment-là aussi, je trouve, déjà avant avec Coup de Billionnaire, mais là encore, il perd un peu plus de sa, on peut dire, popularité. Il est plus dans les l'album, il a pas beaucoup vendu, mais aussi parce qu'il a pas beaucoup promu, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, il a fait pas beaucoup d'interviews, de trucs, il a annoncé assez tard, il me semble. En plus, il y a la mixtape qui sort à peu près au même moment. Ouais, exact. D'ailleurs, les meilleurs morceaux sont sur la deluxe de l'album, et c'est des morceaux de la mixtape. Clair. Il y a Foreclosures, qui est pas mal. Oui, qui est cool. Morceau avec The Dream aussi, qui passe. Mais voilà, en tout cas, album complètement oubliable. Yes. Et il s'ensuit donc 2 ans, encore une fois, de mutisme de la part de Rick Ross, jusqu'à un nouvel album, qui est Rather Me Than You. Et là... Rather You Than Me. Oui, pardon, j'ai inversé les... Bref, pardon. C'est important. C'est important. Un grand lyriciste comme Rick Ross. C'est important, pardon. J'ai inversé les deux. Et là, si je peux commencer... Pour moi, ça a été une vraie surprise, cet album.
parce que pour moi, c'est un disque vraiment fan service, où Rick Ross fait ce qu'il sait faire de mieux. Et là où sur Black Market, je le trouvais vraiment endormi, et là, je trouve qu'il retrouve, entre guillemets, un peu de la peau, de la poêle de la bête, quoi. Il redevient un peu... Il redevient super bon sur certains morceaux. Et il y a des morceaux, franchement, que quand j'écoutais la première fois l'album, je me mettais en repeat. Et franchement, celui auquel je pense en premier, c'est Santorini Grèce, qui est incroyable. Côté cigar music, là on est dans du fan service, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. La production, c'est Bink. Bah, on parlait de Bink. C'est sur cet album-là où Bink est très important. C'est ça. C'est incroyable. Et il fait 2 autres prods qui sont Scientology et Game Night Base en Sympathy. Ils sont aussi géniaux. Masterclass. Ouais, vraiment, ils sont phénoménaux. Et voilà, Rick Ross, il a toutes ses capacités, toutes ses compétences. Il les a améliorées. Et il fait ce qu'il sait faire de mieux. Et il y a même des morceaux trap aussi qui sont super bien réussis. Je pense au morceau Trap. Énorme. Couplet de Young Thug qui est super avec Wale. She on My Dick avec Gucci. Quel titre incroyable. Moi j'aime beaucoup Dead President. J'allais en parler aussi. Future qui a un couplet incroyable. Ouais, de ouf. Il y a aussi Jeezy et You Gotti sur le morceau. Et Lamborghini Doors aussi, si on veut parler des morceaux plus soulful avec Anthony Hamilton et Meek Mill. Bah ça, tu vois, j'aime pas. Ah ouais? Non, moi j'aime bien, parce franchement. Que Meek Mill, vas-y, tu vois. T'es sur une prod soulful, tu ramènes Meek Mill. Le Meek Mill, il va gueuler, tu vois, ça va ressembler à rien du tout, tu vois. Je crois que c'est le morceau, il parle de quand il est sorti de prison, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais, non. Mais il dit qu'il va le chercher. Oui, c'est ça, au début, il raconte qu'il c'est ça. Oui. Mais en tout cas, c'est le morceau avec Nas aussi qui est cool. Ouais, moi j'aime bien le morceau avec Nas. Ouais. Encore une fois, les collabs avec Nas, elles sont importantes. C'est étonnant, parce que c'est en plus la deuxième partie de carrière de Nas et tout, mais quand il est avec Rousey... il est chaud, ouais, il est bon. Ouais, franchement. Et même le morceau Make Back Music 5 encore, qui est vraiment bien. C'est ça. Pas mal. Et pour moi, voilà, fan service, mais du bon fan service qui fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet album? Ouais, je suis d'accord. En fait, il revient à la formule de son succès, en fait. Ouais. La formule Teflon. Ouais. La formule Teflon, il revient pas à ça. Mais il y a quelque chose qui a changé, je trouve. C'est un album qui est très classe, donc comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de morceaux, cigares, champagne, tout ça. Mais je trouve qu'il y a une maturité, en fait, sur ce disque. Une maturité, que ce soit au niveau de l'écriture, tu vois. Même au niveau des instrus, je trouve que les instrus, elles sont vraiment... Ça c'est pas la fête foraine, tu vois, comme ça peut être sur un disque. Là, c'est vraiment mixé à la perfection. Je sais pas qui a fait ça. Mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Même les morceaux trap, tu vois. Et je trouve que c'est peut-être au final son seul... Enfin, s'il a un album qui est vraiment classe, tu vois, c'est celui-là, tu vois. Les autres, il y avait toujours ce truc un peu... tu vois, un peu Dirty South, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais là, je trouve que cet album-là, il est vraiment classe, tu vois. Ouais. Même si, bon, il y a She on My Dick, tu vois, ce genre de pression, ce serait pas un album de Rick Ross, tu vois. Mais, toujours de la beaufrie. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je trouve à ce moment-là, quand je dis qu'il est mature, c'est... À ce moment-là, il se place vraiment en position de CEO, de boss, tu vois. Et il donne dans les lyrics, il donne des conseils, tu vois. Ouais. Il donne des conseils sur sa vie, et puis il revient aussi sur son parcours, sur les trahisons qu'il a vécues, tu vois. Il parle de Gucci Pucci, tu vois, avec qui il s'entend plus bien, et évidemment, il parle de Birdman. Ouais, j'allais en parler après, mais... Il parle de Birdman sur un morceau incroyable qui s'appelle Idols Become Rivals, qui reprend le sample utilisé par Jay-Z dans Where Have You Been. Ouais. La filiation, là, tu vois, encore exact. Incroyable. Et le morceau est magnifique. Et c'est là où toute la maturité, elle se ressent, en fait. Parce que c'est un clash, mais c'est pas un clash en même temps. Genre, en même temps, il dit, putain, j'étais fan de toi et tout. Ouais. Parce que, bon, pour remettre un peu de contexte, en fait, Birdman, donc patron de Cash Money, tout ça, en fait, on a découvert qu'il payait pas ses artistes. En gros, il payait pas les producteurs, il payait pas Lil Wayne, qui est quand même une immense star. Et même qu'il l'a empêché de sortir Carter 5. Voilà, et qu'il l'a empêché de sortir son album et tout. Et donc, il a aussi pas payé Khaled, je crois, ou il y a des embrouilles comme ça. Je crois qu'il a racheté la maison de Scott Storch, alors que Scott Storch était dans la coke, il était mal et tout, tu vois. Donc, en gros, c'était un peu un connard, quoi. Et donc, ouais,
là, il a un peu un texte introspectif où il va dire putain, mais en même temps, tu vois, j'étais fan de toi, mais j'étais dégoûté quand j'ai clé. En fait, t'étais faux, tu vois. Même que tes voitures étaient louées, que tes montres en fait de tes mecs c'était du toc, tu vois. Et c'est là où c'est la différence entre quelqu'un comme Birdman et Rick Ross, c'est que Rick Ross il donne à manger à son équipe, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est là où c'est un vrai boss, tu vois. Et on se dit putain, Rick Ross c'est quand même fort au final ce qu'il a réussi à construire au fil des années, tu vois. Et où au final il aura construit un empire musical. Je dis bien musical, pas. Enfin, même s'il a fait des choses en dehors qui sont très fortes, hein, il a racheté Wingstone, tout ça, etc. Au niveau musical, tu vois, qui est peut-être plus fort que 50, tu vois, ce qu'il avait fait avec G-Unit, tu vois. Là où 50 a échoué, Rick Ross a réussi à créer un truc en équipe, tu vois, qui est vraiment fort. Ouais, je trouve qu'il a plus... Et puis après, voilà, pour revenir en général sur l'album, il a plus trop peur de se livrer. Enfin bon, ça reste quand même pas mal en surface sur beaucoup de moments, mais il y a un moment où il parle de son père aussi, qui était absent sur un morceau. Et là où sur Black Market, il faisait un peu de politique, mais de façon un peu surface, tu vois... En mode, ouais, Trump, c'est pas bien, je veux le tuer, je sais pas quoi. Là, je trouve qu'il le fait de façon beaucoup plus subtile, tu vois, en parlant de son père qui était pas là, des ghettos, tu vois, d'où est la source du problème, tu vois, de la criminalité, tu vois, et pourquoi on n'arrive pas à s'enrichir, ce genre de trucs-là. Et je trouve, ouais, c'est beaucoup plus subtil que dans Black Market, ce côté un peu politique, tu vois. Et puis, ouais, après, qu'est-ce que j'ai rajouté au niveau de l'interprétation ? Je trouve plus apaisé, plus calme. Oui, ça je suis d'accord complètement. Beaucoup plus apaisé et beaucoup plus charismatique même. Ouais, clairement. Tu vois. Que ce soit, même sur les bangers, même sur Trap, tu vois, il est là, il se pose plus. Mais du coup, bon, t'as moins le truc fou, tu vois. C'est ça, c'est clair. Mais tu gagnes autre chose. C'est ça. Tu gagnes une maturité et je trouve que c'est ce qui fait que t'as des morceaux comme Santorini Chris, bah, c'est peut-être le meilleur morceau qu'il ait fait en cigar music, tu vois. Ouais, franchement. Moi, c'est mon morceau préféré de Rick Ross. Ouais, pareil. C'est absolument incroyable. Tu vois. Donc, ouais, franchement, très bon disque. Mais vraiment, c'est-à-dire que du début à la fin, c'est vraiment un de ses meilleurs disques, quoi. À ce moment-là de sa carrière, il fait un de ses meilleurs disques. Ouais. C'est assez fou, honnêtement, quoi. Je sais pas ce que je skip sur l'album, il va y avoir 2-3 morceaux, mais à peine, tu vois. Je suis d'accord. Le dernier morceau que j'aime pas trop, voilà, avec le Gauthier, et à part ça, le reste, c'est vraiment très fort. J'aime bien le morceau avec Ty Dolla $ign aussi, qui est assez... voilà, celui-là, je suis moins fan. Ouais, moi, je trouve assez réussi. Il y a une... Enfin, moi, je voulais juste revenir vite fait sur Idols Become Rivals, pardon. Je le trouve... En fait, c'est... Comme t'as dit, c'est pas un clash, en fait. C'est une désillusion, tu vois. C'est... T'es comment c'est possible, ou même il y a une phrase aussi qui moi, je la trouve parlante aussi, où il dit... Ah, je savais que t'allais pas voir BG en prison, tu vois. Je savais que t'étais comme ça. Et en fait, je la trouve tellement... Le morceau, il est tellement réussi. T'as l'impression qu'il parle à son père, presque, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Et... Franchement, c'est super bien réussi. Le morceau est génial. Et je parle du morceau, mais l'album en général, il est vraiment, vraiment fort, vraiment génial. Et même s'il est un peu, on va dire, il est plus au top. En fait, c'est ça qui perd un peu d'énergie, quoi. Donc sur les morceaux un peu plus patates, bon, tu perds un petit peu. Ouais, mais c'est pas très grave. Mais tu gagnes sur le reste. C'est ça, je suis d'accord. Et donc, peu de temps après, n'importe quoi, quelques années après, en 2019, donc 2 ans après, il sort le tant attendu Port of Miami 2. Je dis le tant attendu parce que ça fait quoi, 13 ans après, quoi, il sort la entre guillemets suite de Port of Miami 2 qui en réalité il appelle Port of Miami 2, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est un morceau, c'est un album qui ressemble plus au celui qui sort avant, mais celui qui sort en 2017, pardon. Mais qu'est-ce que t'as à dire, toi, sur ce disque de 2019 ? Déjà, première déception, c'est le titre. C'est-à-dire que déjà, bon... Après, voilà, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'on l'a vu en interview, tout le monde dire, tous les intervieweurs dire, ouais, mais Port of Miami, c'était un classique et tout. Non. Non, c'est pas un classique. Faites pas semblant. Je veux dire, c'est... Hustling, c'est un classique. Voilà, mais déjà, voilà, bien sûr. Mais l'album en soi, non, tu vois. Et donc, je comprends pas pourquoi faire une suite, tu vois. Tu m'aurais dit une suite à Teflon Don, ouais, ok. Ouais, d'accord. Mais Port of Miami, bon, après, peu importe. Surtout qu'en plus, dans l'album, moi, je m'attendais à qu'il revienne à un truc un peu plus street. Port of Miami, c'était un peu lui à l'ancienne, tu vois, quand il était vraiment en colère. Pas du tout. Pas du tout. Au final, c'est un album assez léger, je trouve. Ouais. Pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire qu'il y a des productions très ensoleillées et des morceaux faits pour l'été, tu vois. Je pense à Summer Rain, White Lines avec Dej Loaf que j'aime beaucoup. C'est chaud, ça.
c'est bien. Je trouve que c'est un album à écouter en voiture au soleil. Ouais, vraiment. C'est quelque chose de... En plus, il est sorti en été, je m'en souviens bien. C'est ça. C'est le retour de Justice League aussi. Oui. Sur 2 morceaux, il me C'est semble, ça. qui sont vers la fin de l'album. Ouais. Et qui sont... C'est les 2 meilleurs. Franchement. Ouais, peut-être c'est les 2 meilleurs. Moi, j'adore en tout cas. Maybach Music 6. Avec Lil Oh, Wayne qui est incroyable. oh là Et à là. la base, sur ce morceau, devait y avoir J'aime. Pusha T. Ouais, exact. Mais ils ont enlevé Pusha Ils T ont parce enlevé. que c'est pas trop le pote à Lil Wayne, quoi. Voilà. Et, enfin, d'après ce que j'ai compris, ce serait plutôt à cause de ça. Ouais. Il y a John Legend aussi. John Legend, ouais, incroyable. Encore une fois, les morceaux qui ouais, font ensemble. eux, ils ont une sacrée collab. Ouais, vraiment. Hein. Ouais, voilà. Et puis voilà, là, on est dans la suite de Razor's Enemy, c'est-à-dire Je suis que... d'accord. Autant sur Black Market, il était en pilote automatique et c'était chiant. Là, je trouve qu'il est en... Pas tellement... Enfin, s'il est en pilote automatique, mais dans il y a quand même un niveau, tu vois. C'est-à-dire que ça paraît facile à faire, mais il y a quand même des variations dans le flow, Ouais. des trucs et tout. Et même dans l'écriture, il y a quand même un effort de punchline, tu vois. Et ouais, en fait, c'est un album, il le fait, il a plus rien à prouver, mais il fait quand même un putain d'album. Ouais, je suis Et ça, d'accord. c'est vraiment C'est un ouf, bon tu vois. album de ouf. Il continue quand même à essayer de faire des petits changements pour améliorer son truc, tu vois, mais tout en Ouais. gardant son identité. Je trouve au niveau des instrus, il se rapproche d'un truc un peu cloud presque, très dépouillé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur des morceaux comme Born to Kill, Born to Kill, ouais. avec Jeezy, tu vois, qui est super. Qui est tu vois. vraiment bien. Où t'as l'impression que ça devient presque juste une voix flottante, tu vois, Ouais, c'est clair. qui parle et que t'es dans un bain de champagne, tu vois. T'as des voix féminines qui sont samplées, mais qui sont réduites jusqu'à être très discrètes, tu vois. Ouais. Elles sont mixées de façon hyper bizarre. Ouais. Ça, c'est sur le morceau Gold Resist, notamment. Ouais, clairement. Avec Et Drake, qui est une tuerie. qui est vraiment... Qui est une tuerie, Ouais. tu vois, dans le genre champagne musique. C'est là, peut-être le meilleur morceau de l'album pour moi. Ouais, peut-être. Ouais. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment, vraiment lourd. Le milieu du disque me déçoit un peu, parce qu'il y a un morceau avec Denzel Curry, et moi j'aime beaucoup Denzel Curry. Ouais. Mais le morceau, je le trouve vraiment pas ouf. Ouais. Quand il essaie de faire des trucs avec des mecs un peu plus récents, je trouve ça pas ouf en fait. Ouais. Morceau avec Gunplay, il est bien aussi. Morceau avec Gunplay, ouais, c'est Ouais, il est lequel? Ouais, Acta Fool? Non. Non, c'est Nobody's Favorite. J'aime bien, moi. Ouais, ça va, c'est pas mal. Moi j'aime bien, en fait, le début de l'album est vraiment. Ouais, qui est cool. Big Time, j'ai pas parlé de ce morceau-là, incroyable. Ouais, Big Time. Big Time, Swiss prod par Beats. Just Blaze. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, c'est bon. Il a eu la prod de Just Blaze, c'est fini. C'est l'accomplissement ultime c'est pour clair. Ross. La boucle est bouclée, tu vois. C'est clair. Tu vois, Just Blaze, qui était le producteur phare de Jay-Z, tu vois. C'est ça. Bah, le côté Rocafella, Ouais, il là est c'est le dedans, bling, quoi. tu vois. C'est le C'est bling. En ça. plus, l'instru, je la trouve incroyable. Ouais, Et ouais, il y a ce truc en même temps luxe, en même temps banger. ouais, c'est fou. C'est magnifique. Je suis complètement d'accord. Big Time. Et le côté, tu vois, là, c'est quand même fou, moi, en fait, ce que je retiens surtout quand même dans la carrière de Rick Ross, c'est que les moments où Rick Ross c'est quand que Rick Ross il a mal choisi des prods. Ok, sur Road Billionaire, tu vois, on a parlé des prods avec Timbaland, etc. Les morceaux En fait, c'est sporadique. C'est sur certains albums, t'as des moments C'est ça. où ça flanche. C'est ça. Mais en fait, les autres prods qu'ils choisissent sont tellement incroyables Bah, c'est ça. que ça te fait oublier c'est- que c'est pour il en a ça choisi des mauvaises. Que moi, c'est pour ça, quand je me suis réécouté cet album-là, je me suis dit, mais quand même, dans toute la carrière de Rick, franchement, ça doit être l'un des mecs qui prend les prods. meilleurs prods. Parce qu'après, il connaît ses forces, tu vois. Donc, il prend. C'est ça, oui. il prend Après, pas il en a souvent- besoin aussi. C'est tu ça, vois, il en prend a pas souvent des besoin, trucs voilà. qui vont le dérouter ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il prend quand même, franchement, il fait partie des mecs qui choisissent leur mieux leur prod, franchement. Je suis complètement d'accord. Et notamment, bah, tu parlais des morceaux avec Justice League, qui sont vraiment énormes. Et pour moi, c'est surtout la fin de l'album, comme tu disais, les 3 derniers morceaux. Vegas Residency. Ouais, c'est ça. C'est les 3 derniers morceaux que j'aime beaucoup. Bah, Vegas Residency, comme tu dis, Maybach Music 6 et Gold Roses avec Drake, que je trouve vraiment géniaux. Et le morceau avec Jeezy aussi, en vrai, Très chaud. en me le réécoutant l'album, je suis tombé dessus, j'ai fait, je l'avais complètement oublié ce morceau, j'ai fait, quand même, tu vois. Et il y a certains morceaux que je zapperais quand même, comme tu as dit, le morceau avec Denzel Curry, je suis un peu moins fan. Bon, c'est avec Mick Mill. J'allais le dire, oui, c'est ça. Mais en tout cas, en fait, l'album, c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est un peu une suite de l'album d'avant, mais encore une fois, c'est très bien réussi. Encore une fois, il n'y a pas de réinvention de la part de Rick Ross, et c'est normal, tu vois, il n'a plus rien à prouver. Mais il est tellement fort dans ce qu'il fait de bien qu'il le fait vraiment extrêmement bien. Donc voilà, moi j'ai pas à dire grand chose de plus sur ce disque. Bah, moi non plus. Ben voilà, et parce que c'est vrai que là,
on l'a peut-être pas dit, mais au moment où on parle, il y a un disque qui a été teasé quand même. Enfin, qui a été. Carrément, ouais. Qui a été. Parce que du coup, c'est Port of Miami 2, c'était il y a 2 ans déjà. 2 ans. Ça se trouve, là, ça fait depuis plusieurs années qu'il fait un disque tous les 2 ans, tu vois. Donc, il est sur ce rythme. C'est ça, donc peut-être que cette année, normalement, on devrait avoir un nouveau disque de Rick Ross qui est donc, je te laisse dire le titre, qui est incroyable. Richer than I've ever been. Encore plus dans la... Il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus. Ouais. Qu'est-ce que t'attends, toi, de ce disque-là, toi? Bah, moi, en fait, j'en attends beaucoup, quand même. Ok. Et c'est ça que je trouve fou. C'est un mec à 15 ans de carrière, comme ça. Même plus, si on compte ce qu'il faisait avant. Bah, le type, moi, avec les featuring qu'il fait, en fait, parce qu'il a eu une très grosse année 2020 en termes de featuring. Ouais, c'est vrai. Et puis le single qu'il a sorti, Pine to the Cross, que j'ai trouvé super. Qui est vraiment cool, en vrai, franchement. Bah, franchement, j'attends vraiment... J'attends un très gros album. Parce que je pense qu'il est toujours capable, en fait, de faire de la grande musique. Et peut-être même un classique, hein, on sait jamais. Bon, après, moi, je sais... Non, je pense que ce serait un peu de l'abus de dire ça, mais... Je pense qu'il peut toujours faire un très bon disque. Et je pense qu'il va faire un très bon disque comme d'hab. Ouais. Je pense qu'il va nous servir la même chose que d'habitude. Et Rick Ross, voilà, il peut faire le même album 20 fois. On sera toujours content. Voilà, quoi. Il arrive quand même toujours à trouver des instruments innovantes. C'est clair. Et à pousser le truc pour faire de la bonne musique pour l'été, tu vois. C'est clair. C'est ça. Mais t'as raison, quand tu dis il a fait une belle année 2020 avec plusieurs feats. Et quand tu dis ça, c'est vrai, je me rappelle, notamment le morceau avec Freddie Gibbs, quand même, tu vois. Qui était sur Alfredo, Scotty Beam. Ouais, très chaud. Et moi, je me rappelle quand j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, si Rick Ross il est comme ça. Mais en fait, il est tellement facile, je trouve. Et je trouve qu'au niveau technique, ce qui est fou, c'est que je trouve qu'il a progressé au niveau technique. Au fil des années. Ça, je trouve ça assez fou quand même. Mais... Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, non, je voulais juste dire qu'au niveau des featuring, on n'en a pas parlé au cours de l'émission, mais c'est un monstre. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il a toujours eu des gros featuring. Ouais, vraiment. Toujours été très performant en featuring. Ouais, clairement. Tout le long de sa carrière, quoi. C'est clair. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il a sorti Paris Popin là, avec Gunplay. Ouais. Incroyable. Là, il est revenu dans le son, laisse tomber, Flockavelli, c'était n'importe quoi. Bah, la prod, elle fait un peu vieillotte, entre guillemets, trap de l'époque. Moi, ça me dérange pas. Mais moi, ça me dérange pas. Tous les jours, je prends cette prod-là, cette trap-là. C'est clair. Et j'aime beaucoup aussi Gunplay sur le... Ouais. Enfin, j'aime bien Gunplay en général. Et moi, c'est vrai que... pour revenir un peu au truc des collaborations, moi, ce que je trouve assez impressionnant aussi chez Rick Ross, c'est que c'est quelqu'un qui est respecté par tout le monde, mais qui peut faire des feats avec des mecs, entre guillemets, boom bap. Tu vois, genre Freddie Gibbs, Freddie Gibbs, non, il a fait beaucoup de trap et tout, Freddie Gibbs, c'est quand même, mais il est respecté par des gens comme ça, et en même temps, il est respecté par, les gens de la pure trap. C'est ça, mais en fait... Il sait faire les deux, et tu vois, il a fait des feats avec tout le monde, quoi. C'est vrai, mais c'est un artiste qui fait le pont un peu entre deux générations, je trouve. Ouais. Entre la génération actuelle et celle plus années 90, tu vois. Ouais. Parce que ça a été quand même un artiste très... comment dire, majeur dans l'image que les artistes rap avaient à l'époque, dans le changement vers la génération actuelle, tu vois. C'est-à-dire que ce truc de street crédibilité, tu vois, il l'a un peu mis à mal, tu vois. Et il a montré qu'en fait, si tu fais de la bonne musique, bah, les gens, ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Les gens, ils s'en foutent, et voilà, il a permis un peu à passer un seuil, je trouve, au final. C'est vrai. Ouais, t'as pas tort. À cette musique-là, et c'est un artiste qui est vraiment important pour ça. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des gens qui pouvaient le détester, beaucoup à cause de ça, notamment pour les générations plus anciennes. Mais le fait est que la musique qu'il faisait était tellement qualitative que... Au final, ils ont accepté. Et puis, pareil, les jeunes, pareil, tu vois. Je veux dire, le mec, il est juste trop fort, tu vois. Ouais. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça qu'il peut faire des feats avec Benny the Butcher, avec les mecs de Griselda, et en même temps avec Gunplay, Napoli Baby, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, je suis d'accord. Le type de la nouvelle génération. C'est clair. D'ailleurs, on parlait des collabs, mais il y a un album collab avec Drake qui a été vite fait teasé. Ah oui ? Ouais. Je ne savais pas. Ouais, si, il y avait une rumeur, je sais, c'est Drake ou Rick Ross qui avait dit ça, il avait dit, ouais, peut-être qu'on fera un truc et tout, tu vois. Ça serait dingue quand même. S'ils font ça, franchement, ça peut être très très lourd. Parce que là, d'ailleurs, je crois qu'il a tapé un de ses meilleurs scores au Billboard, là, Rick Ross, avec Lemon Pepper Freestyle. Oh, ok. Avec le morceau qu'il a fait, là, sur l'EP de Drake. Ouais, ok. Franchement, moi, je serais partant, hein, parce que s'ils font du délire champagne, moi, je signe. Hein. Puis on l'a dit quand même au
tous les morceaux qu'ils ont fait avec Drake, ils sont bons, tu vois. J'ai jamais été déçu, tu vois. C'est ça. Et pourtant, je suis pas un fan Et de pourtant, on Drake. n'est pas fan de Drake. Mais quand ils sont dans leur vibe bain de champagne, moi je suis dedans, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. C'est clair. Mais en fait, c'est ça que je trouve abusé, tu vois, avec Rick Ross. C'est que Rick Ross, on parle souvent du truc cigare, musique, champagne. Très souvent, entre guillemets, c'est les mêmes types de morceaux, mais on n'est jamais déçu. Ouais. On est tout le temps en mode, il est trop fort, en fait. Il est trop fort là-dedans. C'est ça. Parce qu'après, il fait pas quelque chose, on va dire que... Comment dire, la musique qu'il fait, elle repose pas sur un storytelling personnel ou sur un truc qui va être où tu vas apprendre à le connaître lui, tu vois. Non, c'est pas Starlito. Hein, c'est ça, et c'est là aussi sa limite. C'est ça. Oui, clairement. C'est sa limite, clairement, tu vois, qui fait que c'est pas un aussi grand rappeur que d'autres, et en dehors de d'autres trucs techniques, tu vois. Mais c'est aussi ce qui fait que sa musique est si plaisante à écouter, tu vois, et qu'elle est, entre guillemets, c'est facile à écouter, Rick Ross, tu vois. Ouais. On va pas non plus se cacher, tu vois, c'est de la musique, tu la mets, y a pas de problème, tu vois. Tu peux le mettre quand il y a n'importe qui, c'est tranquille, tu vois. Mais c'est aussi qu'il a réussi à développer ce truc, tu vois, à se perfectionner dans sa musique, parce qu'il voit sa musique, à mon avis, de façon très extérieure à lui, en fait, tu vois. Un peu comme Jay-Z, au final, qui réfléchit toujours beaucoup sa musique. Je pense que Rick Ross, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément sa musique, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui parle avec des DJ, il veut savoir c'est quoi le truc du moment aussi, tu vois. Il est là-dedans, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, Rick Ross, très grand rappeur, que on est obligé d'avoir écouté, on est obligé, il faut avoir la culture de Rick Ross. Mais en tout cas, plus sérieusement, c'est un grand rappeur du Sud, et même du rap américain dans son entièreté. Je pense que si vous avez écouté l'émission, on espère vous avoir donné envie d'écouter Rick Ross, et si ce n'est pas fait. Et la playlist Dirty Rap est disponible pour que vous découvriez les 50 meilleurs morceaux. Exactement. Choisis en toute objectivité. Le gars vous a préparé en impartialité. Non, mais Logan a fait une playlist de Rick Ross comme d'habitude, et on vous la conseille. Elle est, j'ai pas envie de dire qu'elle est parfaite, mais j'ai presque envie de le dire. Mais en tout cas, voilà, on espère vous avoir donné envie d'écouter Rick Ross, et on peut se quitter là-dessus. Et c'était cool. C'était très bien. Et écoutez du rap, écoutez Rick Ross, c'est important. Ciao. Ciao.